Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je laisse les derniers participants s'asseoir. Merci beaucoup. Alors tout d'abord, permettez-moi d'excuser Madame Isabelle Huot, présidente du directoire et directrice générale de Lyon Business School. Elle aurait évidemment aimé être des nôtres ce soir, mais malheureusement, on n'a pas pu se libérer pour des raisons d'autres impératifs professionnels. Alors c'est donc à moi, du coup, comme diraient les jeunes, de vous souhaiter la bienvenue pour cette discussion passionnante sur le thème de la grande démission, un titre qui traduit aussi bien la complexité grandissante du management, grandissante de la rétention des talents, qui traduit aussi bien aussi que la dynamique d'un marché du travail qui est à la fois plus moteur qu'il ne l'était il y a quelques années, mais aussi bien plus sélectif. Alors notre école, malgré son positionnement que vous connaissez tous, très entrepreneurial, a été la première à abandonner la référence finalement au commerce, la référence directe au commerce. Pour les plus anciens, on s'appelait Sud de Codion. Pour finalement affirmer l'importance du management et donc l'intégrer dans sa marque comme elle le fait aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fini le cloisonnement entre école de commerce et école d'ingénieur. Déjà à l'époque, c'était une façon d'affirmer que c'était un cloisonnement qui n'avait pas forcément de sens. Et donc fini ce cloisonnement et bienvenue à l'hybridation des talents, puisque finalement l'art du management que vous connaissez tous est celui que nous enseignons. C'est celui de l'interdisciplinarité, c'est celui des collaborations transgénérationnelles, et c'est celui du sens que l'on donne à sa mission. Et du coup, qui mieux que le réseau des alumni, riche de sa diversité, de ses 42 000 diplômés, en collaboration bien sûr avec la faculté de Lyon Business School, qui est, vous le savez, renommée pour l'excellence de sa recherche et de son enseignement. Donc qui mieux que ces deux partenaires de longue date pouvaient animer ce thème, cette réflexion sur ce thème critique, comment capter, comment retenir, parfois reconquérir les expertises et les talents. De mon point de vue, c'est un thème très vertueux. Hier, on choisissait de faire carrière et souvent, et j'étais confronté à ça, on opposait le business aux missions d'intérêt collectif ou aux missions d'intérêt commun. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans un camp ou on était dans un autre. Et finalement, ce que j'ai constaté moi, et on verra si c'est confirmé, la guerre des talents a conduit les entreprises et les organisations au sens large à innover et à investir des thèmes d'ordre social, d'ordre de santé publique, de protection de l'environnement, etc., etc. On peut d'ailleurs se demander si c'est par pur cynisme. Moi, je ne le pense pas. J'en suis même sûr. Est-ce que c'est par militantisme? Je pense parfois. Ce n'est pas une obligation, mais je pense que parfois c'est par militantisme parce que c'est très difficile de réussir des choses auxquelles on ne croit pas profondément. Mais je pense surtout que la clé de ces stratégies gagnantes, elle est souvent très pragmatique. Les viviers de talents sont partout, mais ils ne sont pas forcément toujours pléthoriques. Il faut aller les chercher là où ils sont, parfois dans la diversité. Et ces viviers de talents, on n'arrivera à les convaincre que si notre cause est noble, et donc si on arrive à s'associer nous-mêmes à quelque chose dont nos salariés seront fiers. Et donc, en conséquence, la guerre des talents a ceci de vertueux qu'elle oblige les organisations qui recrutent à se regarder dans la glace, à s'adapter, à faire bouger les lignes, comme nos invités l'ont fait et vont vous l'expliquer. Je les remercie encore d'être venus témoigner. Alors, faut-il pour autant que nous autres alumni, fraîchement diplômés ou non, puisqu'il y a des étudiants parmi nous aussi, nous laissions mener par les vents? Faut-il, comme je l'ai trop souvent entendu, arriver à un entretien de recrutement et déclarer droit dans les yeux à son recruteur « Vendez-vous ». Ça a toujours été très dur à entendre. Ouais, je pense qu'une carrière se gère. Et l'école et surtout son réseau des diplômés sont là aussi pour vous y aider.
à travers des actions de mentorat transgénérationnel, des webinaires, des conférences sur la meilleure manière de gérer sa carrière, sa transition. C'est aussi à travers des initiatives comme notre Employability World Tour. D'ailleurs, je vous invite à la première étape de cette année de notre Employability World Tour à Singapour. Dès demain, vous pouvez encore y être si vous voulez, mais il va falloir courir vite. La bonne nouvelle, c'est que c'est un webinaire. Néanmoins, nos diplômés vous accueilleront et vous expliqueront comment fonctionne le marché du travail là-bas. C'est un cycle de conférences où justement on explique à nos étudiants et à nos alumni comment fonctionnent les différents marchés. L'étape suivante, je crois, ce sera le Canada. Alors notre service carrière sont aussi des offres d'emploi, bien sûr. Ce sont des actions de lifelong learning avec des différents systèmes d'apprentissage parce que, comme vous le savez tous maintenant, notre apprentissage ne s'arrête pas à la sortie de l'école, il durera toute votre vie. Puisque le monde, bien sûr, ne cesse d'évoluer, la loi, la réglementation, les usages. Alors, du coup, ouvrez grand vos oreilles et affûtez vos questions. Je crois qu'une table ronde comme celle d'aujourd'hui est assez exceptionnelle, donc profitons-en tous. Merci donc à toutes et à tous pour votre présence. Je vous souhaite un excellent débat. Et à moi maintenant d'accueillir sur scène Soumia Lougrette, qui est administratrice à l'association des diplômés EM Lyon Alumni, et puis Thierry Pic, qui est professeur à EM Lyon Business School. Merci beaucoup. Merci Marc. Alors merci à toutes et à tous d'être là parmi nous ce soir, et merci, je vous accueille en tout cas avec plaisir sur le campus de l'EM Lyon. C'est l'une de nos dernières conférences ici sur ce campus, puisqu'on passe sur Gerland par la suite. Je sais qu'il y en a qui viennent de très loin, donc il y a des Bergaliens dans la salle. Je ne sais pas où ils sont les Bergaliens. Super, merci. Merci d'être venus, merci pour votre déplacement. Il y a des Marseillais également dans la salle ce soir, donc ils m'ont contacté et qui m'ont dit « on veut être là avec vous ce soir ». Donc merci à tous. Alors si vous êtes là ce soir, c'est forcément pour l'une des 3 raisons principales. C'est que 1, le sujet vous intéresse, 2, vous avez des problématiques de recrutement et vous cherchez de l'inspiration, ou 3, sinon quelque chose de très très simple, vous voulez rencontrer des personnes extraordinaires et là vous êtes au bon endroit. C'est l'endroit de Place to Be, à Thierry. J'anime cette table ronde avec Thierry Pic ce soir, donc merci Thierry, je suis ravie de te retrouver. On a déjà travaillé sur le sujet des innovations managériales en 2019 et j'étais loin d'imaginer en tout cas que j'allais te retrouver ce soir sur ce format-là de table ronde. Merci Soumia, merci. Bonjour à tous. Soumia a su créer les conditions effectivement pour capter mon engagement et puis garantir ma présence, ce qui est finalement le thème de cette soirée. Comment est-ce qu'on capte des talents et comment on fait pour les engager dans l'entreprise. Donc effectivement, on va vous expliquer comment ça se passe. On va avoir plusieurs séquences. On a 6 intervenants effectivement prestigieux ce soir et on a un temps relativement limité. Donc on va essayer d'être le plus efficace et le plus riche possible pour que vous puissiez repartir avec des éléments qui vous parlent. Voilà notre liste d'intervenants ce soir. Merci Thierry. Merci beaucoup. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés dans l'organisation de cet événement. Donc ils ne sont pas forcément tous là. Tout d'abord le Club Immobilier de l'EM Lyon, dont Pascal Pancrazio en était le président. Merci le Club Immobilier de l'EM Lyon pour cette organisation. J'aimerais remercier aussi Marc, Sandrine et leur équipe donc, qui nous a grandement aidés sur les aspects logistiques et sans eux on n'aurait pas pu en tout cas organiser cette table ronde. Et puis les 3e personnes que j'aimerais remercier, c'est Vincent de Zid qui est là, qui fait partie de l'entreprise Otis, qui l'idée est née dans un musée à la Biennale de l'art contemporain, tu te rappelles? C'est parti de là, cette histoire de table ronde. Et Maxence Kaya, qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, qui est remplacé ce soir par Céline. Donc on va commencer effectivement, Thierry, je crois que le programme est très dense ce soir.
donc que tu pourras peut-être nous expliquer. Alors, on a 1h30 ensemble. Vous avez vu, donc on a 6 témoins prestigieux. Ils ne vont pas tous venir ensemble, vous en faites pas. On va les faire venir progressivement sur scène. Chacun va avoir un petit apport pour que vous puissiez bien repérer leur contribution. Et on terminera évidemment par une discussion beaucoup plus ouverte. La soirée étant dense, vous vous en doutez, on n'aura pas de séquence de questions-réponses comme on le fait parfois. Mais vous êtes tous invités à un cocktail derrière et vous aurez du coup l'occasion de poser vos questions en direct à nos intervenants. On commence ? On commence cette table ronde avec un fil conducteur qui sera capter et retenir. D'où on part par mon métier, je suis amenée à accompagner des dirigeants qui m'exposent ce type de problématiques, qui sont j'ai des problématiques de recrutement, je ne sais plus du tout comment capter et retenir les expertises. Alors je dis bien expertise et voire compétences, on ne parle plus de talent, Thierry. Il y a quelques années en arrière, on parlait plutôt de la rétention des talents, mais on ne parle plus de rétention de talents. Aujourd'hui, on est à une problématique beaucoup plus profonde qui est comment je garde mes compétences, comment je suis attractive pour les compétences à l'extérieur. Donc on en est là aujourd'hui. Et toute compétence, effectivement, devient rare finalement en entreprise, Thierry. Donc avec ce sujet, sans plus tarder, on va accueillir les 2 premières personnes que je te laisse accueillir, Thierry. Donc première partie, c'est plutôt partager un état des lieux et une analyse de cet état des lieux. Et puis, honneur aux dames, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Céline et Marie-Pierre qui vont ouvrir cette soirée. Donc Céline Prades-Desjouy, qui est Senior Executive Manager chez Michael Page, et Marie-Pierre Fleury à la suite. Donc vous avez compris, chaque intervenant va nous livrer un propos et ensuite on aura évidemment un temps de discussion à la fin. Céline, je vais commencer avec ce chiffre étonnant sur la slide qui est derrière toi. 350 000, ça veut dire quoi ? Alors bonsoir à tous. Déjà, merci pour cette invitation. Merci Soumia. Merci Thierry pour cette présentation. Alors moi, je suis là en qualité de représentant d'un acteur majeur du recrutement, un leader sur son marché et donc en première ligne finalement des évolutions en la matière. 350 000, c'est le nombre de postes vacants aujourd'hui au premier trimestre 2023. Ça illustre bien du coup la dynamique du marché, conjuguée aujourd'hui à une pénurie de compétences et ce qui explique d'ailleurs les vives tensions actuellement sur le marché. Couplé à un taux de chômage historiquement bas, on est à 7,2%, et nous, acteurs du recrutement, on fait face du coup à cette pénurie. 86% des recruteurs, selon l'APEC, estimaient en 2022 avoir une vraie pénurie de profils. On doit aller chercher, on doit trouver les compétences. Effectivement, vous voyez les chiffres derrière nous. C'est un point qui est très très important. Tous les acteurs et tous les secteurs aujourd'hui sont concernés. Certains plus que d'autres, l'informatique, le bâtiment, la santé, l'hôtellerie, la restauration sont aujourd'hui des secteurs plus marqués que d'autres. Et on se retrouve aujourd'hui avec une conjoncture pourtant porteuse, avec une zone euro relativement d'ailleurs préservée, mais une vraie nécessité aujourd'hui de pouvoir répondre à cette pénurie de talents qui dure depuis maintenant la période post-Covid, qui a été un réel catalyseur d'ailleurs, on y reviendra, mais des changements de mentalité. Et on voit un chiffre intéressant, les millions d'emplois liés à la transition écologique. Oui. Donc il y a un équilibre entre des emplois difficiles et puis des emplois qui se créent. Alors on parle effectivement des emplois liés à la transition écologique, mais on va aussi parler des emplois liés aux nouvelles technologies, aux nouvelles compétences, où justement on n'a pas toutes ces compétences actuellement sur le marché, donc il faut aller les chercher, ça prend du temps. Tout le monde n'est pas toujours armé pour ça, et c'est notre rôle, nous, de pouvoir identifier des compétences qui peuvent grandir avec le temps, qui peuvent être transposables pour accompagner cette phase de transition. Alors on parle beaucoup des nouvelles attentes des collaborateurs qui ne seraient plus en phase avec l'entreprise et qui pourraient expliquer cette grande dimension. Voilà. Quel est ton point de vue sur ce sujet de l'évolution des attentes des collaborateurs par rapport à l'entreprise ? C'est ce qu'on appelle chez nous, on a mené une étude chez Michael Page que je vous invite à aller voir, qu'on appelle nous la révolution invisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'évoquait, la période post-Covid est un effet catalyseur assez dingue dans les changements des mentalités, et on voit aujourd'hui des collaborateurs qui sont, et je vais vous donner un chiffre, 88% aujourd'hui des salariés s'estiment être à l'écoute d'opportunités, et pour autant dans ces 88%, 79% estiment être en phase avec les missions, le salaire, les valeurs de l'entreprise. Donc ça questionne, c'est un vrai paradoxe par rapport à ça. Et ce qui explique ce phénomène, et c'est le phénomène de la grande démission finalement, c'est ce rapport qui a changé. On voit un rapport au travail différent. On voit que pendant de nombreuses années, finalement, le travail était le deuxième socle après la famille.
Et finalement, aujourd'hui, les loisirs, les amis ont pris le pas et les salariés ne perçoivent plus le travail de la même façon. Donc on a une quête de sens qui est très importante pour les collaborateurs. Alors ça, on y met beaucoup de choses dans le sens. Parfois, les candidats me l'expliquent quand je leur demande pour quelles raisons ils sont à l'écoute d'opportunités. Mais c'est souvent lié à des engagements, on y reviendra, hein, mais d'entreprise, à une volonté de voir son travail différemment, sentir que son poste est utile, qu'il a un impact à différents points de vue, un impact positif pour des raisons de transition écologique, pour des raisons sociétales, mais aussi avoir le sentiment que ce qu'on fait donne du sens. Et visiblement, c'est un ressenti qui s'est perdu pendant plusieurs années pour de nombreux candidats. Et puis il y a la question du bien-être et de l'épanouissement qui est liée à, j'imagine aussi, des évolutions sociétales sur sa façon de concevoir sa vie, dont le fait de travailler n'est plus effectivement le seul facteur d'épanouissement. Ça, c'est quelque chose que vous mesurez sur vie pro, vie perso. Oui. Aujourd'hui, 8 actifs sur 10 estiment qu'il va privilégier son bien-être au travail et son équilibre vie pro, vie perso par rapport à sa réussite professionnelle. On ne fait plus carrière, ce n'est plus forcément l'objectif. On ne se dit pas, je rentre dans une entreprise et j'en ressortirai à la retraite. C'est plus du tout l'objectif. On va chercher des nouveaux enjeux, on va chercher des nouvelles problématiques, on cherche à utiliser ses compétences un peu différemment. Et effectivement, on veut aussi trouver cet équilibre de vie qui a été vraiment exacerbé avec le Covid, puisqu'on s'est rendu compte finalement qu'on pouvait prendre le temps et que ce temps nous manquait avant et qu'il a été précieux pendant cette période-là. Et donc on veut juste retrouver la bonne utilisation de notre temps dans sa globalité. Donc on reviendra évidemment sur cette notion de temps de travail. Ça veut dire du coup qu'on n'a plus du tout les mêmes relations avec l'entreprise. On n'est plus dans une logique de contrat à vie, on est dans des logiques beaucoup plus court terme, beaucoup plus opportunistes peut-être. Comment vous évoquez ce sujet de la relation avec l'entreprise? Alors, c'est vrai, aujourd'hui c'est beaucoup plus transactionnel. Finalement, on met moins d'impact, on crée moins de liens avec son employeur. Mais pour autant, on voit quand même des candidats qui ont besoin de se dire que s'ils sont dans une entreprise qui partage des valeurs communes, ils vont quand même essayer de capitaliser pour voir s'ils peuvent développer des compétences en interne. Et si on ne répond pas suffisamment rapidement ou avec des attentes très précises, oui, ils vont ouvrir leurs portes et vont être à l'écoute d'opportunités. Et ce qu'on voit sur ce slide, ce qui est intéressant, c'est que le salaire reste en tout cas un élément qui n'a pas disparu du paysage. Ah non, non. Et puis, alors le deuxième effet du Covid, c'est que pénurie de profil. Donc, qui dit pénurie de profil dit conscience des salariés aussi que le salaire et que leurs compétences ont un prix. Et donc, effectivement, on s'est retrouvé parfois avec des demandes des salariés qui étaient parfois disproportionnées par rapport aux réalités de marché. Mais le salaire est quand même un point important. Il ne fait pas tout. Il m'arrive, alors il est plus vrai sur les profils que je gère, c'est-à-dire des cadres confirmés. Si le projet est suffisamment intéressant, je suis en capacité d'accompagner le candidat et l'entreprise dans une négociation salariale pour trouver un juste milieu. Mais il est vrai que le salaire en tout cas reste une valeur dominante pour eux. On comprend du coup, c'est qu'il y a de plus en plus de critères variés qui sont liés aussi peut-être aux trajectoires de vie des individus. Une question sur laquelle on reviendra tout à l'heure, et je voudrais qu'on termine par ça, est-ce que de ton point de vue, et un peu rapidement, est-ce qu'il y a un effet générationnel, on ne peut pas éviter cette question-là, dans ces évolutions-là, ou pas ? Je pense que oui, un petit peu. Je pense que oui, mais parce que forcément, ils ont été confrontés à d'autres enjeux, d'autres problématiques qui ne sont pas celles qu'on a connues. On va y revenir, mais tout ce qui est transition écologique, on voit aujourd'hui qu'il y a des apports où on va vers une mission collective et on a envie d'y participer. Et je pense que les générations actuelles, les jeunes générations, ont envie de voir leur travail différemment, se différencient de leurs pairs pour véritablement pouvoir justement contribuer différemment. Et je pense qu'effectivement, c'est générationnel. Merci Céline pour cet éclairage et cet état des lieux qui pose au moins quelques chiffres et puis quelques éléments sur lesquels évidemment on reviendra. On va aller peut-être un peu dans l'histoire pour donner quelques clés d'analyse. Effectivement, donc on va interroger Marie-Pierre Fleury qui va nous éclairer sur ce sujet. Alors Marie-Pierre, vous êtes consultante en innovation RH et la citation que j'ai trouvée te concernant, c'est « L'entreprise doit réunir et non unifier ». De quoi il s'agit exactement? De quoi on parle quand on parle finalement de ce sujet?
Alors, de façon simple, on va dire qu'on parle du projet humain de l'entreprise, qui est l'autre socle par rapport à son projet business, à son projet stratégique, et qui est aujourd'hui indispensable à mon sens. Et ça fait 25 ans que je travaille sur ces sujets-là. Très bien, merci Marie-Pierre. Alors moi j'ai été surprise quand j'ai fait la préparation justement de cette table ronde avec toi. Je suis peut-être un peu plus jeune que toi Thierry. Et merci. J'étais restée sur la Covid. J'étais restée sur la Covid effectivement et sur les effets de la crise sanitaire. Sauf que finalement, tu m'as expliqué d'autres éléments qui sont venus se rajouter à cette problématique du recrutement et de la rétention des talents. Et j'aimerais qu'on revienne sur le dernier slide qu'on a projeté, donc celui-ci. Et ce slide, moi, m'interroge, parce qu'on se dit que finalement, les collaborateurs aujourd'hui, ils veulent du salaire, ils veulent de la flexibilité, ils veulent du sens et de l'intérêt au travail. Donc on est dans ce rapport effectivement transactionnel que Céline évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on ne cherche pas une entreprise mouton à 5 pattes aujourd'hui? D'où vient cette exigence? Alors moi, je ne l'interprète pas du tout comme une exigence, mais je pense que lorsqu'on prend en compte la vie personnelle, les évolutions sociétales, les évolutions de vie, on va retrouver en fait un certain nombre de choses. Alors la rémunération, ça fait des années que c'est le premier critère de choix. Et pour revenir sur les aspirations écologiques, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage il y a quelques semaines où 78% des jeunes mettent l'exigence écologique par rapport au choix de l'entreprise. Mais en réalité, au moment où ils ont fait le choix du poste, il n'y en a plus que 23% ou un petit chiffre comme ça qui en a fait un critère de sélection. Donc je me méfie aussi. Et ça, c'est vraiment un piège pour toutes les personnes dans l'entreprise, c'est qu'il y a une médiatisation d'un certain nombre de sujets qui orientent complètement les comportements, voire les aspirations, mais que la réalité après, dans le quotidien, dans les choix, etc., peut s'avérer assez radicalement différente. Est-ce que tu peux nous expliquer, Marie-Pierre, du coup, d'où vient finalement cette grande démission? Elle est due à quoi au juste? Quelle est la genèse finalement de cette grande démission qu'on vit aujourd'hui dans les entreprises? Alors c'est un sujet qui me passionne depuis des années parce que j'ai beaucoup travaillé sur la relation employeur-employé. Et je trouve que si effectivement la crise sanitaire, parce qu'elle avait une dimension humaine, hein, si on prend la crise financière, on n'était pas touché de la même façon. La crise sanitaire a vraiment fait remonter en fait des problématiques simples de l'humain. Manger, être en bonne santé, faire du sport, avoir une vie sociale, etc. Donc ça a effectivement rebattu les cartes, ça a été un catalyseur. L'état du marché de l'emploi également. Mais je trouve qu'on loupe un peu le sujet si finalement on ne réinscrit pas notre analyse dans un temps plus long. Et je trouve que le fait de le remettre dans un temps plus long, ça nous donne des clés de lecture justement pour comprendre ces nouveaux comportements, mais aussi pour que les entreprises trouvent les bonnes réponses aux adaptations qu'elles doivent faire. Alors, je vais vous emmener un petit peu dans mon raisonnement. J'ai une conviction profonde là-dessus. Alors, je sais que certains chefs d'entreprise réagissent régulièrement quand je dis ça. Mais en fait, la grande démission, elle a quand même été initiée. L'individualisation des carrières a été initiée il y a bien longtemps. Et on est plutôt dans un continuum, certes avec des catalyseurs comme ceux de la crise sanitaire. Mais en fait, il n'y a pas tellement de choses nouvelles sous le soleil. Alors très rapidement, je vais essayer de vous dresser ce tableau. Je vais être caricaturale parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je m'en excuse, mais je pense que vous allez trouver le sens des choses. En fait, fin des années 80, années 90, les entreprises, elles se sont désengagées de leur engagement d'emploi. La sécurité de l'emploi, l'emploi à vie, etc. Et il y a eu un grand flottement pendant des années où les salariés ont connu une rupture, parce que finalement, on leur a dit qu'ils étaient responsables individuellement de leurs compétences, de leur carrière, et qu'à partir de maintenant, j'entendais Marc parler de lifelong learning, c'était vraiment la période, il fallait qu'ils apprennent en continu et qu'ils gèrent eux-mêmes leur parcours. Il a fallu attendre 2004 pour qu'une loi dise à l'entreprise « Ok, vous ne garantissez plus l'emploi, mais on vous demande de garantir l'employabilité. » L'employabilité interne et externe, le DIF, enfin pas mal de choses comme ça. Et en fait, là, de nouveau, grand flottement. Pourquoi? Parce que garantir l'employabilité interne et externe, c'est extrêmement difficile.
ça l'est toujours aujourd'hui. Et donc cet engagement-là qui a été pris n'a pas été tenu. Et puis je trouve qu'il y a un événement absolument incroyable, en tout cas moi je trouve ça dingue comme concomitance, c'est l'arrivée d'Internet, du web social, face à ces salariés qui se retrouvaient finalement sans ressources, sans la compétence à s'orienter individuellement et à rebondir sur le marché du travail, qui était en plus en France complexe. Eh bien, le digital est venu apporter des ressources. Je trouve que c'est un hasard de fou. D'ailleurs, je suis sûre que les créateurs, s'ils viennent du mouvement hippie, et ils avaient suggéré quelque chose. Et le digital, ça a amené de l'information, ça a amené de la connaissance, ça a permis aux gens de s'auto-former. Ça a également ouvert, élargi les réseaux relationnels. Plein de ressources dont les salariés avaient besoin de mettre dans leur sac à dos pour finalement créer leur trajectoire et essayer de rebondir. Toutes les pratiques du digital, le fait de pouvoir s'exprimer, le fait d'apprendre tout seul, le fait d'apprendre avec d'autres qui ne sont pas mes collègues de travail, mais qui sont des gens voilà, que j'ai trouvés sur le réseau. Tout ça, ça a développé en fait des pratiques, ça a modifié les comportements, ça a modifié les attentes, mais ça a modifié les besoins. Et tout ceci, c'est d'abord passé dans la sphère privée. Et ça s'est invité dans l'entreprise. C'est-à-dire finalement, puisque j'ai accès à l'information, puisque j'ai un espace d'expression, puisque je peux être dans plusieurs communautés, pourquoi au travail, je ne peux pas avoir ça? Et en fait, quand on voit ce challenge de l'individualisation, de la responsabilité individuelle, qu'on voit les apprentissages finalement qui ont été faits dans ce contexte du digital, la culture digitale, et je disais à Thierry, c'est vraiment quelque chose qui me fait rigoler à chaque fois, c'est que finalement on parle d'engagement, c'est un mot vraiment à la mode, beaucoup ne savent pas le définir d'ailleurs, et il faut savoir que l'engagement, c'est un mot qui est très utilisé en marketing digital. On parle beaucoup d'expérience collaborateur, c'est pareil, l'expérience client, etc., a beaucoup de cet environnement. Et je voudrais dire peut-être pour conclure là-dessus, que ces nouveaux comportements qui se sont invités, mais c'est aussi de nouveaux besoins, ça démontre que aujourd'hui, les salariés, les collaborateurs, ils sont multipositionnés dans des communautés autres que celles de l'entreprise. Et comme je le dis souvent, l'entreprise n'est plus le lieu où j'apprends, où je me sociabilise, il y en a d'autres. Si l'on tire encore le fil de ce raisonnement, on voit aussi que l'entreprise, ces communautés, ne font plus lien sur les mêmes choses. On parle beaucoup de communauté d'intérêt, communauté d'attention. Et en fait, moi, je suis profondément marquée par le fait qu'aujourd'hui, les personnes vont s'associer, se réunir, plutôt au sein de communautés d'action. Et c'est l'action commune qui crée le lien. Des communautés qui font, se défont, etc. Et que ça impacte vraiment l'entreprise. Donc je pense que les entreprises ont intérêt à revoir en fait la vision du salarié. Ça n'est plus une ressource sous contrat, et notamment de liens de subordination. Mais qu'aujourd'hui, les salariés sont des personnes qui évoluent dans d'autres sphères où ils ont créé leur espace de pratique, un espace de sens. Et les frontières entre la vie perso, le travail, le hors-travail, mais aussi des activités qui ne sont pas du travail au sens salariat, emploi, tout ça se mixte. Et je pense que ça amène vraiment les entreprises à appréhender en fait en termes de recrutement, de management, d'organisation du travail. Et le sujet qui me tient le plus à cœur, c'est le contenu du travail, au-delà de son organisation, à repenser vraiment les choses. Et donc, cette grande démission, quelque part, ce désengagement dont on parle beaucoup, on parle plutôt de désengagement que manque d'engagement, finalement, on l'a créé. C'est l'entreprise qui a individualisé les parcours. Et c'est l'entreprise qui s'est désengagée. Donc c'est à elle aujourd'hui à recréer des engagements réciproques
Je suis sûre que, en tout cas, moi, je travaille beaucoup là-dessus et je sais que ça marche. C'est vrai que c'est très pertinent. C'est très pertinent. Merci beaucoup. C'est très pertinent ce que tu viens d'évoquer, Marie-Pierre. Et pour aller plus loin, en fait, il y a un vrai malaise qui s'est créé chez les nouvelles générations, finalement, qui sont confrontées à plusieurs éléments qui viennent exogènes, qui viennent les impacter, comme ils sont responsables de leur carrière, ils sont responsables de leur retraite, ils sont responsables également de la transition écologique. Donc ça fait beaucoup de sujets pour les mêmes personnes à prendre à charge. Moi, je retiens une phrase, finalement, je ne sais pas s'il y a des fans de Maître Yoda dans la salle. Et Maître Yoda dit « la peur mène à la colère et la colère mène à la haine ». Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment la première partie de cette phrase. Est-ce qu'on peut imaginer, on peut se dire finalement que cette peur, cette incertitude finalement de ces jeunes qui grandissent dans la société avec toutes ces contraintes, ça les amène à la colère, et cette colère, elle s'exprime finalement par le désengagement des entreprises? Alors, moi, ce n'est pas ce que je vois. Et je travaille avec beaucoup de start-up, donc des grosses, des petites, etc., beaucoup de PME. On sait tous que d'ici quelques années, les jeunes représenteront 2/3 des salariés. Et je ne vois pas cette colère. Je vois plutôt des aspirations qui s'expriment très clairement. C'est-à-dire ce qu'on n'osait pas nous dire il y a quelques années à nos employeurs ou à nos managers, ben, eux osent le dire. Et je pense que justement, ils le disent parce qu'ils ont envie que ça bouge. Et ce n'est pas forcément de la peur. Et je pense qu'il y a des aspirations à faire les choses autrement. J'aime bien l'expression de Bachelard quand il dit du neuf. Et donc je pense que voilà, on n'est pas dans cette crispation-là, mais qu'on est plutôt dans le autre, dans le neuf. D'accord. Merci Marie-Pierre, merci beaucoup. Je vais faire le maître Yoda de l'animation et passer à la deuxième partie de notre parcours. La première partie étant finalement de poser un cadre sur ces sujets-là, et puis de comprendre que finalement le phénomène n'est pas si nouveau que ça, et qu'un certain nombre d'éléments étaient déjà en place, et qu'on a eu bien évidemment des accélérations par les crises récentes. Donc on pourrait dire qu'on est à un tournant, un changement de modèle aussi finalement dans la relation employeur-employé. Et donc pour nous en parler, je vais proposer à Alexandre de nous rejoindre. Il est là, voilà. Parce que finalement, par rapport à cette complexité naissante, on sort d'un modèle unique pour aller dans des modèles finalement qui sont très variés. On a peut-être trouvé, en tout cas les entreprises sont à la recherche d'une solution magique, et peut-être qu'avec Alexandre qui va nous en parler, on a peut-être là une voie d'action particulière. Alors Alexandre, on s'est permis de mettre plein de photos derrière à côté de ton nom, puisque Balthazar, donc le cabinet que tu représentes, a aidé et accompagné l'Odyssée managériale. En 2 mots, c'est 2 étudiants de l'OM Lyon, mais pas que, qui partent tous les ans faire le tour du monde à la découverte des innovations managériales, et qui ramènent des pépites en termes de pratiques très innovantes, notamment sur le sens au travail et sur l'engagement au travail. Et Balthazar les a accompagnés pendant plusieurs années. C'est complètement cohérent. On est un roi mage, on part en voyage et on ramène des cadeaux. Voilà, donc c'était complètement cohérent avec notre nom. Merci pour cette intro. Alors, monsieur le roi mage, ton métier est d'accompagner des entreprises qui veulent être des entreprises à mission. Est-ce que c'est la réponse, le fait d'être une entreprise à mission, à cette quête de sens dont on a parlé, de désengagement qu'on a évoqué? Alors, ça va peut-être précipiter la fin de cette conférence. La réponse... Mince, voilà. Bon, on va finir là alors. Alors, non, c'est plus compliqué que ça. Peut-être remettre un petit peu de contexte sur ce sujet d'entreprise à mission, parce que c'est un mot, je pense, qui est assez connu de plus en plus. Ça vient d'où? Ça vient d'un constat qui est que l'entreprise, j'allais dire modèle classique du XXe siècle, tayloriste, fordiste, un peu triste, quoi, au final. Ce modèle ne fonctionnait plus. Il connaissait des ratés, fin des années 90, début des années 2000. Il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à ces sujets, en particulier en France, parce qu'en France, on a la chance d'avoir, et pourtant, Dieu sait que je me bats tous les jours avec des juristes, mais on a la chance d'avoir dans le droit la notion de personne morale. Et la notion de personne morale, c'est intéressant parce que ça pose l'entreprise comme une personne. Et tirant ce fil-là, on se dit, finalement, est-ce qu'on n'a pas intérêt à passer d'une entreprise mécaniste où le boulot des salariés, des managers, des consultants, c'est de resserrer des boulons, de resserrer des vis, à une entreprise qui se considère comme une personne, c'est-à-dire une entité qui a une histoire, des aspirations, qui a une interface avec d'autres entités et qui crée quelque chose de plus grand que lui-même. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ de la société à mission. Ça a donné lieu à des débats sur la raison d'être, ça a donné lieu à une loi, la loi Pacte de 2017,
qui permet aux entreprises qui le souhaitent de devenir société à mission. Alors je précise tout de suite que, et pour répondre à ta question, ce n'est pas une solution au sens, si ça permet d'aller vers du sens, et je vais faire le lien avec l'importance du sens et de l'engagement, mais c'est quelque chose de contraignant. Et la France est en avance sur ce domaine-là, c'est que la France est un des rares pays qui dit une entreprise peut inscrire dans ses statuts, pas seulement un objet commercial, mais un objet aspirationnel, une mission, qui dit voilà à quoi je sers dans le monde et voilà ce que je suis censé apporter au monde. Alors ça paraît très ésotérique comme ça, en vrai, c'est pas. Voilà. Et donc cet engagement-là peut amener à l'engagement de l'entreprise, créer l'engagement des salariés. Voilà, c'était un peu le lien qui devait être fait. Alors, ouais. Qu'est-ce qui se passe sur le sujet de l'entreprise à Qu'est-ce qui se mission passe sur le Quand tu accompagnes les entreprises, qu'est-ce que tu observes? Fais-nous un petit état des lieux de ton expérience. L'entreprise à mission, alors il y a plein de... J'ai des dirigeants qui viennent me voir parce qu'ils ont vu des études. En particulier, il y en a une qui dit ah c'est génial, quand on est une entreprise avec une mission, une raison d'être, on peut payer moins cher nos salariés. Donc là, il y a plein de gens dans la salle qui se disent mais génial en fait. C'est trop cool l'entreprise à mission. Sauf qu'en fait, et on rejoint ce qu'on évoquait au début, c'est la notion. Enfin, on parlait de transactionnel. Voilà. Moi, je pense, caricatural, mais quand on n'est que dans le transactionnel, c'est qu'on n'a pas trouvé l'aspirationnel. L'entreprise à mission vise à aller chercher l'aspirationnel. Mais le problème de l'aspirationnel, c'est que ça crée un contrat moral, éthique, intellectuel beaucoup plus fort avec le collaborateur qu'un contrat de travail. C'est beaucoup plus exigeant. C'est plus facile de payer quelqu'un plus cher que d'être vertical et aligné avec ses valeurs quand on est une entreprise. Voilà, ça c'est mon constat. Ça veut dire, deuxième chose aussi, et je passe le message pour ceux que ça intéresserait, je pense qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui ne doivent pas se poser la question d'être entreprise à mission. C'est pas un effet de mode, enfin si c'est un effet de mode par ailleurs, mais c'est un vrai engagement, et en particulier un vrai engagement des dirigeants. Voilà, c'est le type de sujet où si le dirigeant n'est pas intimement convaincu, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce que parfois ça permet de soigner des névroses aussi l'entreprise à mission, si le dirigeant n'est pas convaincu, c'est même pas la peine d'essayer, ça va rester du bullshit, de la com. Et ça, c'est pire, parce que quand on parle d'engagement, vos collaborateurs, ils le sentent. Voilà. Et je ne parle pas des valeurs qui sont affichées dans les couloirs, surtout quand c'est que dans les couloirs de la RH. Voilà. Ça, c'est l'étape d'après, c'est encore pire, j'allais dire. Voilà. Donc tu nous parles en fait d'un degré d'exigence qui est beaucoup plus fort quand on commence à aller dans ces dimensions-là. Complètement. Et je pense que ça repose aussi sur quelque chose qui est très important. Et donc là, je vous donne une piste aussi en me disant... on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'entreprise en mission. Par contre, on peut se poser cette question de l'engagement. Et je crois qu'un des leviers de l'engagement, c'est le sens. Le sens, c'est quoi? On a tendance à l'oublier. Mais en tant qu'être humain, notre cerveau est une machine à créer des histoires et du sens. Voilà. On n'y pense plus toujours quand on passe 5 heures par jour devant un tableau Excel. Mais quand vous dites, au fond de vous-même, vous sentez, tiens, ça fait du sens, je suis à ma place, je suis là où je dois être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une histoire personnelle. Vous avez des convictions, vous avez des rêves, vous avez des valeurs, vous avez des envies, vous avez des décisions que vous avez prises, pas prises, des regrets, des espoirs. Bon, voilà. Ça, c'est votre histoire personnelle qui rentre en résonance avec un environnement. Cet environnement peut être l'entreprise, pas que l'entreprise. Et ça, je pense aussi que c'est nouveau dans ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'entreprise est un des lieux d'engagement, ou devrait être un des lieux d'engagement, mais pas que. Et on est dans un environnement où les lieux d'engagement peuvent se multiplier, où on peut avoir plusieurs engagements en même temps, sur plusieurs sujets. Bon, voilà. Mais si vous voulez créer du sens, vous voulez créer une histoire. Pas une histoire au sens communication, hein, une histoire au sens fondamentalement, il y a un alignement entre le rationnel et le tripal. Je sais pourquoi j'existe et je sais ce que je fais dans le monde. Et ça, c'est une question que vous vous posez à titre personnel et c'est une question que peuvent se poser les entreprises. Voilà. D'où ces questions de raison d'être. Et quand ça rentre en résonance, il se passe un truc assez génial, c'est que l'engagement ne se décrète pas. Il n'y a que l'armée qui peut dire « engagez-vous ». Et encore, ça ne marche pas super bien. Voilà. Il n'y a pas d'engagement sans liberté. Donc tout ce que vous pouvez faire en tant qu'entreprise, c'est créer des conditions de cette liberté. Et créer les conditions de cette liberté, c'est savoir qui vous êtes en tant qu'entreprise, qui vous êtes en tant que collectif managérial de l'entreprise, et proposer ce cadre-là, qui résonnera ou qui ne résonnera pas, avec un salarié, avec un prospect, avec un ancien. Ça peut arriver, quelqu'un qui est parti de chez vous, on en parlait. J'ai bien écouté quand on a discuté, je fais des liens. Voilà. L'entreprise, c'est plus le on-off, c'est plus tiens, on est pour 30 ans et si on part, on trahit l'entreprise, quoi. Enfin, à un moment donné, l'entreprise peut se trahir elle-même. Hein. On le découvre aussi avec ces notions de raison d'être. Donc, travailler le sens, c'est travailler l'histoire profonde et c'est se dire, finalement, petite parenthèse aussi, je le précise si nécessaire, travailler sur ces sujets ne présage pas
de leur éthique. Je préfère le préciser. C'est pas parce qu'on est une entreprise à mission qu'on est vertueux. Pas mal. Ton temps de parole est terminé. C'est Jingle, pas mal. Hein. pas mal. Des complices dans la salle. Merci. C'est pas parce qu'on est une entreprise à mission qu'on a un impact positif sur le monde. Pareil, je veux pas. Si je caricature, un vendeur d'armes pourrait être entreprise à mission. L'entreprise à mission, c'est un outil extrêmement puissant, mais au service d'un projet qui peut être, comme tout outil, peut être bon ou mauvais. Et ça, c'est encore un autre débat. Voilà. Alors moi, j'ai compris qu'on parle beaucoup du rapport de force à l'avantage des salariés. J'entends que tu invites aussi les entreprises à rééquilibrer le rapport de force avec une vraie identité, un vrai positionnement auquel on adhère ou pas en tant que salarié, mais qui du coup permet cette cohérence. Ouais, je pense que c'est important. On est dans un... Alors, le terme qui vient est peut-être mal choisi, mais il y a une forme de radicalité dans le choix de plus en plus. C'est-à-dire que les engagements mous existent de moins en moins, j'ai l'impression. Mais à confirmer, la salle réagira. On ne veut plus être utilisé, on veut être utile. Je pense que la génération de mes parents, moi, je vais avoir 40 ans, là, donc je suis un peu entre deux, j'ai l'impression. Une partie de mon cerveau réfléchit carrière un peu à l'ancienne encore, quelque part. On s'engage dans une entreprise, ok, on fait des carrières longues, et puis bon, c'est pas toujours marrant, mais on avance et on se construit un truc. Mais une autre partie me dit, mais en fait, oui, non, je veux être utile. Et donc, il y a cette résonance personnelle à l'engagement. Et le rôle de l'entreprise, c'est de dire, je te propose un projet auquel tu adhères ou pas. Mais dans ce projet, je te donne le cadre de liberté pour que tu sois utile. Ça amène aussi quelque chose d'un peu nouveau, je pense, en termes de management, cette question de raison d'être et de sens. C'est que on va aller chercher une résonance entre la personne et l'entreprise. Alors, je vais être ultra caricatural et je m'en excuse, plus que des compétences. C'est pas aussi simple. Mais on est dans un univers où certaines compétences sont de plus en plus accessibles. Moi, je travaille dans l'univers du conseil. J'ai la chance de m'amuser beaucoup dans ce que je fais. L'univers du conseil, profession intellectuelle par excellence, je ne vous raconte pas ce que fait ChatGPT. Je ne parle pas de mes camarades juristes, je ne parle pas de mes camarades médecins. Bon. Je ne le dis pas d'ailleurs en ayant peur du sujet, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce qui va faire la différence dans l'entreprise et dans votre vie à vous, c'est l'engagement que vous êtes capable de mettre et l'envie que vous mettez derrière cet engagement. Moi, je crois aussi, je vais avoir une vision naïve, je ne me suis pas toujours amusé dans mes jobs. J'ai changé d'entreprise plusieurs fois. Là, j'ai la chance d'être à un endroit où je m'amuse beaucoup. Je crois sincèrement qu'on pourra de moins en moins être juste dans un job pour être dans un job. Voilà. Alors c'est peut-être du luxe de dire ça, mais pas que. Moi j'ai travaillé sur des notions d'engagement, j'en parlais avec différentes personnes tout à l'heure, j'ai travaillé sur des notions d'engagement et de raison d'être et de mission avec des caristes dans des entrepôts frigorifiques. Et leur métier n'était pas le même. Voilà. Donc je pense aussi qu'il ne faut pas le voir comme une question philosophico-mystico collée au plafond. C'est un outil. Voilà, ça peut devenir des questions philosophiques très intéressantes sur l'entreprise, mais c'est un outil, et c'est un outil, je pense, dont on n'a pas le choix de s'emparer ou pas. Il faut, mais par contre, il y a différentes manières de le faire. On parlait d'entreprises régénératrices, d'entreprises à impact, d'entreprises à mission. Tout ça, c'est des modèles. Choisissez le vôtre, mais je pense qu'en tant qu'entreprise, quel que soit votre secteur d'activité, et en tant que futur collaborateur, quel que soit votre secteur d'activité, cette question devient centrale, et vous ne pourrez pas l'éviter. Donc une voie ouverte à l'innovation managériale et à inventer de nouveaux modèles. Et puis on a compris qu'il y avait un enjeu d'alignement entre tes deux parties de cerveau, c'est ça? Oui, on est toujours un peu schizophrène, quoi. C'est toujours un peu compliqué. On perd de l'énergie en étant schizophrène. Et il y a un autre cabinet avec qui on travaille beaucoup qui s'appelle Infusio. Voilà, je fais de la pub pour eux. C'est un cabinet dont la baseline est remettre du vivant dans l'entreprise. Alors ça sonne comme ça un peu. Okay. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on avoir une entreprise performante et être nous-mêmes se sentir performant si on ne vient pas pleinement en étant qui on est dans l'entreprise. Et si l'entreprise ne le permet pas. Alors ça ne veut pas dire que c'est le bordel, que tout le monde peut faire n'importe quoi, que voilà, encore une fois, la liberté dans un cadre donné, mais de plus en plus, le transactionnel pur, j'ai un contrat de travail et je fais mes heures, ça fonctionne dans plein de secteurs. Dans des secteurs que j'appellerais de mercenariat. Alors je suis désolé, c'est très péjoratif, mais il y a plein de beaux métiers de mercenariat. Par exemple, regardez les consultants, l'hôpital public. Il y a plein de mercenaires dans l'hôpital public, alors que pourtant, on se dit ce serait un secteur d'engagement et ce serait voilà. Donc tous les secteurs peuvent être concernés. Mais ces métiers de mercenariat transactionnel, à mon sens,
vont exister de moins en moins dans des secteurs très particuliers et surtout ne résisteront pas aux crises. On a des études qui remontent à... Donc c'était 2008. À l'époque, on ne parlait pas d'entreprise à mission, on parlait de B Corp. C'était déjà les débuts de B Corp aux États-Unis. Et ils ont analysé les cours de bourse des entreprises qui étaient B Corp et de celles qui ne l'étaient pas. En période normale, les entreprises B Corp avaient une performance inférieure aux entreprises non B Corp. Donc, en B Corp, c'est respecter un certain nombre de cadres plutôt type, on va dire, RSE, responsabilité sociale. Voilà. En période de crise, les entreprises traditionnelles mercenarisées avaient tendance à s'effondrer, parce que qu'est-ce qui nous retient à l'entreprise à part le contrat ? Et quand on parle de contrat par ailleurs, et tu m'arrêtes si je suis trop long, tu me jettes quelque chose. Hein. J'ai rien sous la main, mais ça va pas tarder. Non, attendez, parce qu'on parle de contrat, on parle, oui, le salarié, mais c'est pareil avec vos clients. Moi, j'accompagnais des entreprises à mission qui se sont dit, mais en fait, si je suis qui je suis, bah voilà, ok. Si ma valeur ajoutée, c'est vraiment celle-là, il y a certains de mes clients, je ne veux plus les avoir. Et inversement, il y a des clients qui sont partis en disant, mais en fait, c'est quoi ton positionnement ? Hein, mais tu ne me parles plus. Bon. Donc les entreprises qui ne sont pas B Corp vont avoir tendance à perdre leurs clients, leurs fournisseurs, leurs salariés plus facilement et avoir leur cours de bourse s'effondrer plus facilement que celles qui sont B Corp. Voilà. La résilience est plutôt du côté de la question du sens, je pense. Donc on a bien compris qu'il y avait des modèles possibles autour du B Corp, d'entreprises à mission, etc. Et si on allait voir un peu dans les entreprises, finalement... qu'est-ce qui se passe au niveau des pratiques concrètes ? On va aller chercher, effectivement, merci Alexandre, hein, c'est très intéressant ce que tu viens de nous évoquer, tu nous as expliqué effectivement ces conditions, hein, créer les conditions pour cette liberté d'engagement, et je vais appeler 3 patrons auvergnats qui vont nous expliquer comment mettre en place ta vision. Donc tu as une vision très intéressante et on va appeler nos 3 patrons auvergnats. Alors je vais appeler Pascal Pancrazio, donc le président de la FNAIM, de Lyon Ouest Immobilier, et administrateur au MEDEF. Et je vais appeler également Laurent de la Clergerie, président de LDLC, et Christophe Caron, président de la CCI Nord-Isère et gérant du groupe Numérix, multi-entrepreneur, vous l'aurez compris. Bienvenue à vous 3. Merci d'être avec nous ce soir. Je vais commencer par toi, Pascal. Tu es le premier à y passer. Alors, je me suis permise de récupérer plusieurs de tes apparitions télé. En ce moment, tu passes beaucoup à la télé sur quasiment tous les plateaux. Hein. Tu viens ce soir avec 2 casquettes. Donc, bravo en tout cas. Et tu traites sur ces plateaux la crise du logement. Donc, pour toi, les entreprises, en tout cas, c'est comme ça que tu me l'as expliqué, peuvent se saisir de cette crise du logement pour créer un levier, justement, pour engager durablement leurs collaborateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, ce point que tu nous as évoqué ? Bonsoir à tous. Donc déjà, vous remarquerez, je suis le seul à avoir mis une cravate. Hein, c'était le jeu de rôle. Donc j'espère que vous ne me jetterez pas des tomates, hein, parce qu'avec le changement de paradigme... Hein. Je crois que j'ai une médaille à la fin, c'est ça ? Objectif, l'enlever avant la fin de la table ronde. J'ai le droit ? Ok. Ah. Il y avait un contrat, là. J'ai tenu. Oui, Soumia. Alors, ça ne vous a pas échappé, le logement est un petit peu en crise en ce moment. Hein, je vais vous donner simplement 3 chiffres. On va parler de la région, hein, ici du Rhône. Sur le logement neuf, on est à moins 50% au niveau des réservations par rapport à l'an dernier, qui était déjà pas une bonne année. Dans l'ancien, on est à moins 20% au niveau des ventes par rapport à l'an dernier. Globalement, l'ancien se porte, on va dire, proportionnellement bien mieux donc, que le neuf, vous l'avez compris, là je parle du logement. Après, quand on rentre sur l'entreprise, je vais simplement vous donner un chiffre sur les bureaux, on est à moins 40% par rapport à l'an dernier. Hein, pour donner quand même quelques chiffres. J'en ai d'autres sur l'industrie, etc., mais c'est pas l'objet. Donc oui, on est en crise et pour autant, on est entrepreneur et on a besoin de continuer à avancer. Donc pour attirer des talents, pour les capter déjà, c'est de leur offrir, en tout cas c'est une des actions que l'on mène au niveau de la Fédération nationale de l'immobilier. On est propriétaire d'une école qui s'appelle l'École supérieure de l'immobilier. Et typiquement sur Lyon, ça fait partie des projets que l'on crée ou que l'on rachète une école qui nous permette de former, de capter des talents localement et de les mener vers les filières de l'immobilier. Et par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure, pour donner du sens au métier de l'immobilier, en tout cas, essayer de trouver le contexte qui va permettre de le faire.
Donc oui, c'est une des façons que l'on a pour développer. Parce que c'est deux façons finalement, parce que tu as cette crise du logement finalement que tu souhaites mobiliser les entreprises pour l'utiliser en tant que levier d'engagement des collaborateurs, mais tu as aussi la formation, parce que les chiffres que tu m'as annoncés sont extraordinaires, peut-être que tu ne les as pas ce soir, mais effectivement tu formes les collaborateurs de demain, et la formation c'est l'une des solutions que tu apportes. Oui. Et tu vas au-delà de ça aussi, parce que tu m'évoquais effectivement pourquoi ne pas faciliter l'accès au bassin de l'emploi. Donc c'est aussi un constat qui est très fort. Les collaborateurs sont loin du bassin de l'emploi, et comment on fait pour les ramener dans le bassin de l'emploi? Alors, oui, là, ça va toucher vraiment tout le monde. Typiquement, là, on est dans une crise du logement, on est dans un paradoxe, puisque, je vous le disais, les réservations sont très faibles. Globalement, il y a moins de ventes, il y a moins de réservations, il y a moins de demandes placées sur la dimension entreprise, les bureaux, etc. Et, comment dire, il y a moins d'offres et il y a moins de ventes. Donc il y a moins d'emplois. Et concrètement, alors on va parler très concret. Donc là, je prends ma casquette un peu MEDEF. Quand on pose la question au maire de Lyon, quand Gilles Courtex, président du MEDEF Lyon-Rhône, pose la question au maire de Lyon en lui disant comment je fais pour loger mes salariés sur Lyon, on est sur un sujet qui touche aussi les étudiants. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver une petite surface dans la métropole de Lyon, c'est quasiment une mission impossible. Et donc, typiquement, les entreprises n'arrivent plus à loger leurs salariés. Quête de sens, j'ai bien aimé d'ailleurs, c'était super intéressant. Là. Et puis, pragmatisme aussi, à un moment donné, le salaire, ça reste quand même assez important. Mais se loger sur Lyon, ça coûte cher. Donc, bien-être au travail, bien sûr, mais bien-être, bien logé, c'est quand même très important aussi. Et bien transporté. Et là, on touche à une autre dimension, c'est l'aménagement du territoire. Et que fait-on sur le... Bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir, mais ce sont des sujets quand même fondamentaux et importants pour les chefs d'entreprise, je crois, tout autour de la table. Donc, c'était les points. Après, on pourrait revenir. Merci Pascal, on reviendra effectivement sur l'ensemble des sujets par la suite. On va accueillir une autre personne qui aussi a créé des centres de formation. Je te laisse la main, Thierry. Laurent, on ne va pas te présenter. On s'est permis une photo un peu particulière pour représenter l'entrepreneur discret qui sort du bois et qui est aujourd'hui un personnage public et militant autour, évidemment, de la semaine des 4 jours. Donc, on ne va pas reprendre l'ensemble des éléments, mais tu as multiplié depuis quelques années tout un ensemble de mesures pour le bien-être et la qualité de vie au travail, et même en dehors du travail de tes collaborateurs. Donc, semaine de 4 jours, congé parental de 20 semaines, hommes et femmes, égalité des salaires hommes-femmes à compétences égales, un site magnifique de travail, donc des très beaux espaces. Explique-nous comment l'ensemble de ces mesures permettent, tu le dis, l'engagement, la productivité, aussi même la créativité, quelque part, plus d'innovation, et donc plus d'énergie dans l'entreprise, alors que finalement, quand on regarde bien, elles réduisent le temps de présence dans l'entreprise. Oui, parce que tu as oublié de dire que c'était 4 jours, 32 heures. Exactement. Alors, très concrètement, déjà, ces mesures, il faut savoir qu'on ne les a pas mis en place pour recruter, on les a mis en place parce que depuis 7 ou 8 ans dans la société, j'ai pris le parti de mettre le bien-être des salariés en avant sur le reste, c'est-à-dire de venir vers eux et de leur dire à compter de maintenant, notre priorité c'est votre bien-être, et parce que le bien-être va s'installer dans l'entreprise, nous serons performants demain. Et donc, toutes les mesures que tu as citées en fait, ont été mises en place dans cette recherche de bien-être, et la semaine de 4 jours était un petit peu l'apothéose de celle-ci il y a 3 ans maintenant. Et l'idée, il faut le savoir, quand je l'ai mis en place, était donc de passer à 4 jours 32 heures pour que ça s'applique à tout le monde. Parce que si j'étais arrivé dans la société en disant je mets du 4 jours 35 heures, il y a la moitié des gens qui m'auraient dit ça n'est pas adapté à mon rythme de vie, rythme, etc. Donc je l'ai fait pour ça. Et deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que quand je l'ai mis en place, pour moi, il y avait un coût. C'est-à-dire que j'estimais que ça allait me coûter 5% de la masse salariale et j'étais prêt à les payer. C'est là que c'est un petit peu différent de la façon dont ils auraient raisonné. Et c'est après que je me suis rendu compte que finalement c'était beaucoup plus efficace que j'ai imaginé et que cette semaine de 4 jours a créé des choses que je n'avais pas du tout imaginées. Et dans le terme de bien-être, dans le terme de sens que ça peut apporter, de RSE, mais à une puissance que je n'imaginais pas, qui fait qu'à la fin, cet équilibre que ça crée, ces 3 jours qu'on consacre au perso comparé au pro,
ça permet, quand on revient dans les 4 jours pro, de travailler beaucoup plus, beaucoup mieux. Et finalement, de faire gagner de l'argent à l'entreprise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle sans arrêt. Ce n'est pas pour dire ou contredire qui que ce soit sur les méthodes de travail. C'est simplement que je me suis rendu compte que ce truc que j'avais mis en disant « je vais le payer », finalement, il est vertueux pour la vie, pour l'équilibre de vie des gens, et il est aussi vertueux pour l'entreprise, puisque les deux s'y retrouvent, et s'y retrouvent, en tout cas pour nous, très très largement, puisque quand je prends l'exemple de ce qui nous est arrivé, on a mis ça en place pendant le Covid, on a fait 40% de croissance, on était 1000 salariés avant, on a fait 40% de croissance sans recruter personne. Les 1000 salariés ont supporté ces 40% de croissance, et surtout les ont supportés sans aucun épuisement, sans aucune charge mentale, sans aucun stress, ce qui existait avant. C'est-à-dire qu'il a disparu malgré la croissance. On a mis d'autres mesures en place après. Tu parlais d'égalité femmes-hommes ou hommes-femmes. Je prends dans les deux pour la semaine, le congé paternité-maternité de 20 semaines, parce qu'en fait, ça joue dans les deux sens, cette mesure-là. C'est ce que je trouvais intéressant dedans, c'est qu'en fait, en portant le congé paternité à 20 semaines, on crée une rupture de carrière. Donc, c'est une mesure d'égalité hommes parce qu'ils ont les mêmes congés que les femmes, et d'égalité de femmes parce qu'on crée la rupture de carrière chez les hommes. Et donc c'est très intéressant parce que, un, ça crée la rupture, et deux, on entend beaucoup que quand il y a 2 semaines obligatoires, 4 à prendre, beaucoup d'hommes ne prennent pas les 4. Je peux vous garantir que quand on offre 20 semaines, tout le monde prend les 20. Et donc ça crée vraiment la rupture derrière. Et puis après, on parlait des salaires, on en a parlé, et ce que je t'avais dit, ce qui était amusant, c'est que on n'a jamais travaillé en fait sur l'égalité homme-femme du salaire ou femme-homme. Ça a toujours été naturel, et c'est plus tard, quand j'ai découvert qu'il y avait un index des égalités hommes-femmes dans les entreprises, que je me suis dit, mais au fait, c'est quoi notre note? Et on avait 99. Je me suis dit, on n'a jamais travaillé dessus. Comment ça se fait? En fait, on s'est simplement rendu compte que parce qu'on a ce côté humain, on ne réfléchit pas, on n'est pas dans le regard homme-femme et toutes les autres causes qu'on peut imaginer, on était à peu près dans les cases, sans travailler dessus. Et ça, c'était assez magique en fait de le découvrir, parce que je m'étais vraiment posé la question et de me dire, waouh, on est en plein dedans. Bon, finalement, on n'a rien à faire. On y est déjà, parce que le 100, quand on veut l'atteindre, là pour le coup, il faut le faire exprès. Donc voilà, toutes ces mesures, au final, je me suis rendu compte qu'elles apportent le sens. Il y a un truc dont on entend beaucoup parler, c'est qu'on dit toujours le salaire est la priorité. C'est vrai que beaucoup d'études le disent, mais chez nous, ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus à un point que si maintenant je devais juste vous parler d'un défaut de tout ce que j'ai mis en place, c'est que les gens ne veulent plus partir. Alors la grande démission, je ne connais pas et j'aimerais qu'ils démissionnent un petit peu plus. On va t'aider, Laurent. On va t'aider. Non, il faut que vous passiez au 4 jours, il faut que ça change pour que... Mais pour le coup, on en a qui sont chassés, par exemple. J'ai des gens qui sont venus en face de moi me dire, je suis chassé, on m'offre 20, 30, 40% de plus. Je dis, ok, je ne le dis pas comme ça, mais je le pense. Je dis, ça tombe bien, parce que moi, j'ai des gens que j'aimerais faire évoluer. Donc, si tu pars, ça ouvre un poste. Et donc, je dis non, je ne ferai rien. Et on me répond, je reste. Zut. Et en fait, on se rend compte qu'une fois que l'équilibre de vie est vraiment acquis, le salaire en fait compte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et on le voit aussi dans un autre sens, on ne recrute pas malheureusement, parce qu'en fait on a fait de la croissance pendant le Covid, puis il y a un peu de décroissance derrière, donc on est dans une phase où on ne recrute pas. Par contre, on a énormément de personnes qui tapent à la porte, et des très beaux profils. Et quand je leur dis, je suis désolé, on ne recrute pas, ils disent, mais si c'est une question de salaire, je peux baisser mon salaire. C'est-à-dire que non, on ne recrute pas, c'est juste vrai, mais les gens ont envie d'obtenir ça. Et on est rare à l'offrir, ce rythme de travail, et du coup, ils sont vraiment prêts à faire d'énormes efforts pour venir. Je ne le vends pas comme pour les Big Corp ou pour les entreprises à mission en disant on paye moins bien les gens, on peut moins bien payer les gens parce qu'on fait ça. Non, c'est juste pour montrer qu'en fait, cet équilibre, ce discours sur les salaires sont la motivation principale, une fois qu'on vit les 4 jours, ça efface tout, et ça l'efface d'autant plus que je vais être transparent avec vous, que le jour où j'ai annoncé ça dans la boîte, qu'on allait passer aux 4 jours, j'ai 15 à 20% des salariés qui étaient contre. Parce que pour eux, c'était impossible. C'était pas qu'ils étaient contre dans le principe, c'était juste qu'ils n'y arriveraient pas. Aujourd'hui, j'ai 1% des salariés qui sont contre. Et les 3 qui sont contre, j'en ai trouvé 2 sur les 3 parce que c'était anonyme, donc il a fallu que je les cherche. Il y en a un qui m'a répondu que c'était à cause des RTT qu'on a supprimé au forfait jour, et qui du coup, ça ne l'arrangeait pas pour caler les vacances par rapport à ses enfants.
mais il est toujours là 3 ans plus tard. Et le deuxième, c'est plus amusant, c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'il m'a dit, en fait, moi j'ai le mardi, ma femme est aux 5 jours, et donc elle m'a expliqué que vu que j'avais le mardi, j'allais faire les courses, le ménage, et le reste sur mon jour off. Mais voilà, ça change vraiment les choses, et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'en parle, c'est parce qu'en fait c'est un gagnant-gagnant entreprise-salarié, ça change leur vie, ça change la vie de l'entreprise, ça fait gagner de l'argent à l'entreprise. C'est pas facile de convaincre parce que c'est assez contre-intuitif tout ce que je viens de dire, mais en tout cas, une chose dont je suis convaincu par rapport à tout ce qu'on a mis en place, c'est que ce qu'on donne, on le récupère. Et pour faire référence à ce que tu disais, Marie-Pierre, le projet humain, en parallèle d'un projet business, on voit le lien très fort entre un projet humain et un projet business. Et puis peut-être un dernier mot, Laurence, sur un sujet qu'on n'a encore pas évoqué, un mot qui n'a pas été évoqué. Derrière tout ça, tu parles souvent de la confiance, de la responsabilisation derrière ces mesures, qui est finalement le socle. Et peut-être qu'une autre façon de donner du sens, c'est aussi de donner de la confiance et d'accorder de la confiance et de l'autonomie à des collaborateurs, notamment dans la mise en place des 4 jours ou autres. Alors ça, c'est quelque chose de capital parce que ce qui m'a fait basculer il y a 7 ans, c'était d'imaginer de passer l'entreprise en modèle libéré, ce qu'on n'est pas aujourd'hui. La preuve, c'est que j'impose pas mal de choses. Mais où ça m'a remis en avant une chose importante, c'est que ce qui permet de faire énormément de choses dans une entreprise, tout en gardant finalement quelque part le contrôle, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont confiance en vous, ils vous suivent n'importe où. J'ai même engueulé un salarié un jour à qui j'avais dit, mais là, si je te demande de sauter par la fenêtre, tu sautes? Il m'a dit oui. Je dis, oh merde. Je lui ai dit, j'espère qu'il y en aura 20 avant toi qui ont sauté, que tu tombes et que tu arrives vivant. Parce que mais une fois qu'on a la confiance des gens, on peut les embarquer dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si on se trompe, on leur dira aussi qu'on s'est trompé et on reviendra en arrière. Et c'est ça aussi la confiance, c'est savoir dire à un moment, j'ai tort. Et là, on vient sur un sujet qui est le sujet aussi du leadership et de la création de liens avec des collaborateurs. Exactement. On va continuer sur ce sujet. Exactement. Merci pour la transition, Laurent. Merci Laurent pour la transition. Donc, c'est vrai que vous êtes deux à m'avoir ramené ce sujet sur la table qui est la confiance, la proximité, la relation de qualité finalement avec les collaborateurs. Et donc Christophe, au-delà finalement de ton leadership, donc c'est une vraie relation que tu as créée avec tes collaborateurs. Alors Christophe, ce soir, moi je n'ai pas de citation te concernant, je n'ai pas non plus une photo. J'ai plutôt une vidéo à montrer, oui, et j'aimerais bien montrer cette vidéo qui parle de qui tu es réellement au quotidien. Est-ce que je suis habillée dessus? Oui, tu es habillée. Alors, normalement, Christophe est habillé. On regarde ensemble. Joyeux 10 ans! Réalisé sans trucage. Hey, vous avez vu le mode cascadeur ou pas? Oh, incroyable! J'ai 10 ans, chérie. Merci Christophe. Elle est ridicule et elle est là. Elle est là en plus. La pauvre. Elle s'y attendait pas. Il ne savait pas que j'avais mis cette vidéo. Alors, joyeux 10 ans, Christophe. Alors, je te connais depuis quelques années. Je te suis sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et depuis quelques années, toutes les années, tu partages ces moments partagés avec tes collaborateurs, des moments où tu chantes Merry Christmas pendant les périodes de fêtes de fin d'année. Tu as aussi des vidéos comme celle-ci, il y en a plein, il y en a à l'appel sur les réseaux sociaux. J'ai assisté à l'inauguration de tes espaces de coworking à Bourgoin-Jallieu. Et j'ai vu la relation que tu entretiens avec tes collaborateurs, cette proximité. Quel est ton secret ? Non, je crois que la vraie, je sais pas si c'est un secret, hein, enfin, c'est que je suis comme ça, sincèrement, et je crois que la sincérité, c'est, je sais pas faire autrement. En fait, je les aime, je leur dis souvent, et j'ai pas de problème avec ça en plus. Hein. Souvent on me dit, t'es trop gentil, tu vas te faire bouffer. Et ben tant pis, bouffez-moi. Enfin, il y a de quoi faire en plus. C'est pas drôle. Non, réellement et profondément, c'est la sincérité. Et d'ailleurs, tu vois, sur une conférence où on parle de travail. J'ai rarement en fait, hein, j'ai un peu du mal parce qu'on le fait tous ensemble. Alors là, ils sont venus, ils sont une quinzaine. Je leur ai dit, tiens, il y a une conférence, est-ce que ça vous intéresse? Bon, je leur ai dit que je payais, ils sont venus. Bien joué. Et ils sont venus une quinzaine en fait, parce que finalement, j'ai pas honte de ce que je vais dire quand on parle du travail, parce que tout ce que je fais, je le vis avec mes tripes, très, très clairement. Et je ne pense que ça marche, j'ai l'impression que ça marche, parce que je le fais sincèrement et avec une grande sincérité.
c'est que tu crées les conditions, Christophe. Hein. Quand on a fait l'interview ensemble, quand on a travaillé sur le sujet, on l'a préparé, tu m'as dit, moi, c'est pas les conditions de travail. Je t'ai demandé quelles sont tes conditions, quelles sont tes pratiques innovantes, justement, que je peux mettre dans la case innovation managériale. Et tu m'as dit, non, moi, c'est pas des conditions. Les massages que j'offre à mes collaborateurs, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il offre des massages, Christophe? Oui, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Aussi, ça arrive. Enfin, bref. On veut rien savoir, on veut pas les détails. Mais tu m'as dit, c'est pas les conditions qui comptent pour moi, c'est plutôt ce que je mets dedans, cette proximité, cette sincérité que je mets dans la relation avec mes collaborateurs. Non mais enfin, j'ai une PME, aujourd'hui on est un petit peu moins de 100. Les PME, c'est 90% des entreprises françaises aujourd'hui. Je suis dirigeant de PME et tu vois, j'ai un peu de mal avec ça, mais réellement, c'est eux qui dirigent la boîte. Je leur dis souvent, je leur dis, putain les gars, c'est pour ça que vous me payez. Donc si je le fais, c'est parce que vous me payez pour ça. Et je veux vraiment qu'on reste dans cette relation très saine, de dire, il n'y a pas de dominant-dominé. C'est pas comme ça que ça marche, une entreprise. Une entreprise, c'est un bien commun qu'on partage et qu'on essaie de faire avancer. Et dans tout ça, il y a quelque chose de très, 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 très sain, c'est qu'il faut gagner de l'argent pour le faire. Et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que si on gagne de l'argent, bah, c'est pour le collectif, c'est pour que l'entreprise grandisse, c'est pour que eux, qui étaient tout petits, là, je vois, il y a Aurélien qui est là, bon, il n'est pas tout petit finalement, mais il a commencé chez nous, il était stagiaire, un stagiaire qui ne parlait pas complètement. Aujourd'hui, il est adjoint dans la boutique et il a ses valeurs ancrées au cœur. Quand on fait des recrutements, je dis, tiens, j'aime bien aller, si je peux t'accompagner sur le dernier recrutement, parce que j'aime bien regarder dans les yeux pour voir si je vois le cœur de la personne. Pour moi, c'est hyper important. Et le reste, on s'en fout, qu'importe d'où ils viennent. On a Manu qui est là, qui est un ancien gendarme. Vous voyez, on arrive à avoir des gars quand même. Enfin, bref. Mais en fait, on a des profils atypiques parce que réellement, j'ai pas besoin de profil, j'ai pas besoin de CV, j'ai besoin de personnes qui ont un cœur parce que c'est le plus important, parce qu'on traite avec des clients, parce qu'on a des magasins, on a des magasins informatiques, on va chez des clients, on a des coffee shops, on a des espaces de coworking. Et le lien unique dans tout ça, c'est la relation avec les personnes. Aujourd'hui, moi, je suis un passionné de relations humaines et finalement, pas de business. Aujourd'hui, on est une centaine. Et je fais pas ça pour le business, je fais ça pourquoi ? Parce que je passe des vrais bons moments avec eux et que je leur suis redevable, je dois pour eux faire avancer l'entreprise. Donc c'est de l'autonomie, c'est de la confiance, tu fais grandir tes équipes et tu vas même au-delà, Christophe, c'est vraiment fascinant parce que tu intègres dans tes projets entrepreneuriaux tes collaborateurs, donc via la rémunération équitable, le partage de la valeur. Non mais enfin, c'est... je sais plus, je crois que c'est toi Céline tout à l'heure qui... Mais c'est... Ou je sais plus toi... Mais c'est évident, enfin, je veux dire, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Et encore une fois, je ne pourrais pas le dire si ce n'était pas vrai, s'ils n'étaient pas là. Ils sont là, tout ce que je dis, c'est vrai. Voilà. Enfin, ils sont surtout bien élevés. Ils sont sous contrainte ce soir. Ou je suis un vrai dictateur, mais pour le coup, ils sont payés. C'est des figurants. Merci. En fait, finalement, c'est ça le management, c'est sous contrainte. Mais le cachet était bon, ils sont là. Non, mais... réellement, on ne peut pas faire autrement. Comment est-ce qu'on peut avoir une différence homme-femme dans l'entreprise ? Enfin, Charline, Angèle, elle m'envoie un petit message. Bonne conférence tout à l'heure. Je lui envoie un cœur. T'es où, Angèle ? Je ne vois pas. Là. Je lui envoie un cœur, mais parce que... comment est-ce qu'on peut réellement traiter Angèle différemment de Tristan ? Si, peut-être au niveau du poids, parce que Tristan, enfin, ça va Tristan. Mais sinon, réellement, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut traiter un homme différemment d'une femme ? Aujourd'hui, ils ont des compétences qui sont tous très bonnes. Comment est-ce qu'on peut traiter un jeune par rapport à... Enfin, je m'en fous, en fait, chez nous, en fait, l'idée, c'est de se dire, tiens, c'est notre boîte, et j'insiste là-dessus, c'est notre boîte, et on avance tous ensemble. Il y a Jérémy qui est là, ça me fait penser, mais Jérémy, il m'a contacté sur LinkedIn, parce qu'il me dit, tiens, Christophe, j'aimerais il me voyait à l'époque, j'aimerais vous rencontrer, et j'en ai 2-3 qui me contactent comme ça pour qu'on essaie de se voir. J'aime bien prendre des moments avec des jeunes entrepreneurs. Il est sorti de son BTS, il a dit tiens, plutôt que je vais monter ma boîte, et il s'est lancé, il a monté sa boîte, une super boîte dans la vidéosurveillance, dans l'alarme, etc. Il me dit tiens, j'aimerais bien qu'on puisse se voir, vous m'intéressez, votre profil m'intéresse, et j'aimerais que vous preniez une participation dans ma boîte. Mais pourquoi ? Enfin, ta boîte, c'est l'affaire. Mais en fait, ce gamin-là, il a des valeurs qui sont hyper proches des nôtres. Et moi, enfin, voilà, j'aime ça, j'adore ça. Super, bravo, et merci. Surtout, je ne peux pas faire autrement. Merci Christophe. Merci beaucoup de nous partager en tout cas ton expérience, d'être toi-même aussi avec tes collaborateurs et de le partager avec tout le monde. Je pense qu'on a tiré aujourd'hui toutes les conditions et tous les contenus finalement en termes de management. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces conditions qu'on a récupérées aujourd'hui, que ce soit conditions de travail ou contenu ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ?
Déjà, continuer à en parler, parce que là, on est là pour ça. Moi, il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. Hein. C'est d'abord le mot de simplicité. Ça m'a l'air d'être simple. Dans les organisations, on a quand même souvent tendance à complexifier, et donc à se perdre dans la complexité. Revenons aussi à de la simplicité. Il y a la notion d'authenticité, hein, que vous avez évoquée, tout ça, entre les lignes les uns les autres. Et puis évidemment, la relation d'abord, quoi. On est dans des ères digitales, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, etc. Avant tout, il y a des hommes et des femmes, hein, qui sont ensemble. Donc revenir parfois aux fondamentaux et aux basiques, pour se questionner en tout cas, hein, c'est peut-être aussi un des enseignements qu'on apprend là. Donc on va essayer maintenant de vous faire discuter, hein, en mode un peu ping-pong, et on a un certain nombre de questions support, mais qui sont que des balles à suivre. N'hésitez pas à prendre le micro et à interrompre plutôt avec des interventions courtes, voilà, pour qu'on puisse faire en sorte que chacun parle. Tu veux commencer, Pascal, sans question? J'avais un petit... C'est parfait, c'est parfait. Non, j'avais un petit scout pour... Non, je plaisante. J'ai juste un message, là, on voit des styles de leadership, effectivement. Donc, j'avais un petit message, là, en tant que représentant là, du MEDEF, c'était de dire que ce qui est fondamental pour le MEDEF, c'est la libre entreprise. Et on voit bien que chaque entreprise a sa manière je dirais, de son style de management et ses codes et ses valeurs et sa façon de faire pour trouver la façon de capter, de retenir ses salariés. Là, on parlait de la semaine des 4 jours. Là, ce sont d'autres éléments qui sont mis en avant. Et c'est ça qui est important et que Laurent Fiard voulait que je dise aussi. Voilà, l'ancien président du MEDEF. Tu veux nous partager? Spécialement à Laurent. Voilà. Voilà. Moi, je ne veux pas capter ou attirer les gens, en fait. Moi, j'ai envie qu'ils aient envie de venir bosser chez nous parce qu'ils s'y sentent bien, en fait. Et c'est vrai qu'on n'a pas de CV, en fait. On a des personnes qui disent « Ah, est-ce que vous avez de la... » Mais c'est hyper bien comme ça. Alors, effectivement, il y a un moment où on n'a pas des places pour tout le monde. Mais je dis aux équipes, en fait, à mes managers, je leur dis « Faites gaffe, c'est pour vous que la pression est grande. » Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a créé un contexte de travail qui nous paraît bon parce qu'on l'a travaillé tous ensemble et réellement tous ensemble. Hein. C'est pas des trucs qui tombent du ciel où je leur dis bah tiens on va comme ça. C'est des choses qu'on travaille ensemble. Alors on les fait dans des cadres qui sont assez sympas. On se réserve chaque année un petit chalet à la Clusaz et puis on y va et puis on cogite et en fait pendant 2 ou 3 jours et ben on est là. On fait plein de trucs et puis du coup on en sort des choses et notamment les grilles de REM qu'on a travaillé tous ensemble. Et en fait je leur dis c'est à vous que c'est compliqué parce que ne laissez pas quelqu'un prendre la place de quelqu'un d'autre. S'il n'est pas bien dans son boulot, il faut absolument qu'il laisse sa place. Donc ça, c'est hyper important. Alors, on parle de grande démission. Aujourd'hui, moi, je veux surtout que les gens soient... On a créé le contexte ensemble pour qu'ils soient bien dans la boîte. Et ce que je veux, c'est que ceux qui soient là soient bien, déjà pour eux, parce que sinon, ils sont malheureux et je ne veux pas qu'ils viennent avec la boule au ventre au boulot. Donc, il faut qu'ils laissent la place à quelqu'un qui sera avec la pêche. Je ne sais pas, ça vous arrive, des fois, on arrive à la caisse du supermarché, et la nana, elle tire la tronche. Je me dis, mince, il y a peut-être quelqu'un qui serait content à ta place d'être là et qui me donnerait un sourire et que je lui donnerais un sourire en échange. Alors du coup, je suis tout seul à sourire, mais c'est agréable aussi. Hein. Mais voilà, je me dis, mince, c'est dommage, il y a peut-être quelqu'un qui voudrait ta place et tu lui prends sa place en n'étant pas contente. Ça fait 2 malheureux. Alors il y a un sujet moi, que je n'ai pas du tout entendu, alors c'est pas prévu dans le script, mais j'ai envie de l'évoquer maintenant. On parle beaucoup de création de contexte, on parle beaucoup de mettre en place les conditions, etc. etc. La littérature parle de sens au travail, hein, et toute l'expérience qui va avec le travail. Il y a un élément que je n'ai pas entendu parler, c'est le sens du travail. Et je vais te laisser la parole, Marie-Pierre, parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Il y a quand même aussi une notion d'engagement par rapport à l'activité elle-même, évidemment aux compétences et à la nature de l'activité, à la façon dont je l'exerce, etc. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Merci beaucoup, Thierry, pour cette question. Elle est très pertinente. Pourquoi ? Parce que je voulais revenir en même temps sur cette notion d'engagement, mais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Laurent par rapport à ce que j'avais démontré tout à l'heure. Donc peut-être sur ce sujet, on voit bien que la semaine de 4 jours, c'est finalement un dispositif qui a intégré la vie des salariés. Et donc c'est pour ça que ça a fonctionné. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une indifférenciation maintenant souhaitée entre travail hors travail. Et donc il faut prendre en compte dans tous les dispositifs qu'on met en place, RH, management, cette dimension-là. Et je pense que ça l'illustre très bien. Alors oui, j'aime bien parler du contenu du travail parce que je trouve qu'on parle beaucoup des conditions de travail. Et ça me permet de rebondir sur un sujet qui est celui de l'engagement. En fait,
moi j'aime bien la notion d'engagement de Norbert Alter, hein, parce qu'il dit que l'engagement, c'est un effort. Et là, il décrit en fait le processus de l'innovation ordinaire qui fait qu'un salarié, face à une organisation qui a été pensée, mais qui se retrouve finalement face à un aléa qui n'a pas été pensé par l'organisation, eh bien, un salarié engagé, c'est quelqu'un qui va faire l'effort de trouver la solution pour réduire l'écart entre ce qu'il était censé faire et la réalité de ce qu'il trouve. Et donc je trouve que justement, par rapport au contenu du travail, donc aux activités de travail, au-delà des conditions, et par rapport à tout ce qui arrive avec les technologies, je trouve que c'est vraiment un sujet qui a été mis sous le tapis depuis des années, parce qu'on a beaucoup informatisé, on a automatisé. Moi, je travaille beaucoup avec des entreprises technologiques, de robotique industrielle, etc. Donc on voit bien tous les impacts que ça a. Mais on a vraiment l'impression que les entreprises n'arrivent pas à se pencher sur la qualité des emplois, la qualité du travail, au sens de l'activité. Et que je suis convaincue, alors je l'ai dit depuis des mois sur les réseaux sociaux, et c'est vraiment un grand sujet, parce que derrière, quand on va tirer ce fil, on va également toucher au business model de l'entreprise. On va toucher à énormément de sujets. Et je pense que voilà, il faut vraiment s'attaquer à ces éléments-là, et en intégrant tout ce qu'on a dit, bien sûr, tous ensemble, à propos des évolutions. D'accord. Marie-Pierre, est-ce que finalement cette notion de sens peut aller plus loin finalement et proposer un sens via le green finalement? Parce qu'aujourd'hui, Céline, tout à l'heure, tu expliquais dans les études que tu avais un résultat, un chiffre, je ne me rappelle plus le chiffre que tu avais annoncé, et les gens aujourd'hui, ils cherchent beaucoup plus le sens via le green. Est-ce que le sens devient green aussi? Alors oui et non, je dirais, mais effectivement, dans les faits, on a une étude qui nous a montré que quasiment 70% des salariés allaient regarder si l'entreprise avait un engagement en matière sociétale et environnementale. Donc il y a vraiment une volonté aujourd'hui d'être dans des entreprises engagées, avec des prises d'engagement très claires, une vision pourquoi on y va, comment on y va, ok, mais pourquoi on y va. On confond souvent objectif et finalité d'ailleurs, hein, et aujourd'hui on a besoin de savoir pourquoi on le fait, avec qui on le fait. Donc la notion de leadership est très très importante. Je pense que c'est ce qui donne corps aussi parfois à des équipes, qui leur donne le moyen d'aller chercher la performance, de se surpasser, et puis d'être content quand ils viennent au boulot le matin, parce que quand on vient au boulot avec la boule au ventre, c'est compliqué. Donc oui, le sens devient green sur la notion d'engagement, l'engagement lié en matière de RSE. D'ailleurs, on crée des emplois aujourd'hui liés à la transition écologique, on l'a vu tout à l'heure, mais pas que. Donc oui, je dirais que ça fait grandement partie aujourd'hui des questions liées au sens. D'accord, donc les emplois de demain doivent intégrer finalement des responsabilités sociétales et environnementales pour pouvoir être attractifs sur le marché de l'emploi. Nous, on le voit aujourd'hui. Alors moi, qui viens du conseil, et le groupe Page n'est pas forcément au départ connu pour un groupe hyper ouvert sur ces notions-là. Et depuis 5 ans, on s'est complètement métamorphosé. C'est-à-dire qu'on parlait de parentalité, on a créé un shadow board RSE, par exemple, qui implique aujourd'hui des consultants, des managers de toutes marques du groupe, pour questionner sur des questions de mobilité, sur des questions de diversité, d'inclusion. Tout ça fait partie, et on voit des collaborateurs aujourd'hui qui, chez nous, sont fiers de ça. Ils sont fiers d'avoir une entreprise engagée, avec des prises d'engagement claires, qui se positionnent là-dessus et qui mettent vraiment cette notion sociétale, environnementale, au cœur de la stratégie de l'entreprise. D'accord. Et Alexandre, tu pourrais nous dire, dans l'accompagnement des entreprises à mission que tu crées, elles sont vertes, ces missions ? Forcément. Non, pas toujours. En fait, ce qui se passe souvent, c'est quand une entreprise se pose la question de... encore une fois, ça fait très philosophique, mais c'était quoi l'étincelle primordiale? En gros, à un moment donné, il n'y avait rien. Et puis un jour, quelqu'un ou plusieurs personnes ont créé un truc qui s'appelle une entreprise, qui en fait est un véhicule pour une aventure humaine, quoi. Au départ, c'est... voilà. Et il y a le carburant de ce véhicule, c'est l'argent, c'est la rentabilité, c'est la performance. Ça permet à ce véhicule d'exister dans un environnement compétitif, mais... Voilà. Donc à un moment donné, quand on revient à ça, et c'est ça l'entreprise à mission, c'est se poser la question de pourquoi un jour on a été créé et à quoi on sert. Naturellement, on va intégrer avec cette question l'impact qu'on a sur le monde. Et quand on intègre, donc on ne se regarde pas que le nombril, c'est ça que je veux dire, hein, quand on fait de l'entreprise à mission. C'est pas juste se regarder le nombril et dire oh, je suis beau ou je suis pas beau, et c'est très bien comme ça. C'est qui je suis au service de quoi. Et quand on pose cette question assez naturellement,
on prend en compte ses partenaires, ses fournisseurs. Tiens, mes délais de paiement, c'est quoi? Ils sont peut-être pas terribles. Tiens, quand je crée un nouveau projet, est-ce que je pense aux externalités? Parce que je ne suis pas tout seul avec moi-même, je suis une personne morale dans un écosystème. Donc naturellement, ça va tirer vers ça. En revanche, et je le dis aussi parce que j'ai vu pas mal d'articles ces derniers temps sur... il y a plein de postes qui se créent autour du RSE, voilà, et il y a beaucoup de déceptions, visiblement. Enfin, l'ambition d'une entreprise à mission, puisqu'on parle de ce sujet, c'est d'être plus elle-même au service d'un environnement. Et en général, ça tire vers du mieux. Par contre, si vous voulez avoir un impact vraiment RSE, social, environnemental, c'est plutôt d'autres fonctions et d'autres sujets dans l'entreprise qui le pilotent. Parfois ensemble, souvent ensemble, hein. D'ailleurs c'est coordonné. Mais encore une fois, une entreprise à mission, et je le dis parce qu'il y en a de plus en plus qui ont ce label, hein, il y a une communauté des entreprises à mission, c'est reconnu par l'État, c'est dans les statuts, il y a de l'audit du statut d'entreprise à mission, enfin c'est un truc qui est en train de se normaliser. Je dis pour ceux qui seraient intéressés, c'est pas un garant d'être dans une entreprise qui fait gaffe à la RSE. Voilà. C'est plutôt le garant d'une entreprise qui s'est posé des bonnes questions, au-delà de son simple statut d'entreprise commerciale et au-delà du simple bénéfice de ses actionnaires. Donc c'est plutôt un garant d'une bonne gouvernance, moi je le traduis comme ça, mais c'est pas le garant nécessairement d'un impact RSE fort et vertueux. Et du coup, Christophe Laurent, vous êtes les représentants ici de ceux qui agissent beaucoup sur le leadership, le bien-être, etc. Il y a une place pour l'environnement et laquelle dans vos modèles créateurs de sens? Alors, je vais juste revenir sur un truc avant, parce qu'on parle de raison d'être et tout ça, et tu sais ce que je vais dire. On n'a pas de raison d'être. Demandé, mais tu vas le dire. On n'a pas de raison d'être chez LDLC, et on a, je pense, quelque chose qui est beaucoup plus puissant, mais que tu dois avoir d'une autre façon, parce que tu crées. On a une âme. C'est-à-dire qu'on n'a pas un truc qui est écrit qui dit on travaille tous pour ça. Et si on l'écrivait, ce serait un peu du bullshit marketing. Par contre, chaque salarié chez moi a sa raison d'être là, qui lui est propre, qui lui appartient. Parce qu'il adore monter des PC, que ça lui donne l'occasion de monter des PC sur mesure, de discuter avec 10 clients en face. Un à la compta, parce que c'est sa passion la compta, et que chez nous, en plus, on ne triche pas, donc il peut vraiment faire sa compta comme il veut. Je dis, on a eu un compte fiscal, on n'a pas été redressé. Parce que la relation client, il peut vraiment l'exercer avec un client en disant ce qu'il pense qu'il a, parce qu'il n'y a pas de prime derrière, il n'y a pas d'intéressement à dire un mensonge. Un commercial, pareil, il peut vendre le produit auquel il croit parce qu'il n'y a aucune prime, il n'y a aucun intéressement à mentir au client, et du coup, il y a une sincérité qui se crée. Et tout ça, ils apprécient, et chacun a sa raison en fonction du métier qu'il a, d'être chez nous et de s'y retrouver, dans une ambiance qui crée un global et qui est encore une raison d'être là. Donc je tenais à insister là-dessus, parce qu'en fait, il y a cette mode de la raison d'être, de chercher à avoir quelque chose qui réunit l'entreprise, mais je trouve qu'avoir cette notion d'âme, c'est encore beaucoup plus fort. Maintenant, la question, je l'ai zappée. Le vert, dans la création de sens. Le vert, alors, on est, je le dis souvent, un des métiers où finalement tous nos produits viennent de Chine, sont pleins de terres rares, ont tout ce qu'il ne faut pas, et on les vend. Cela dit, il n'y a pas longtemps, je suis allé devant mes commerciaux, ils m'ont pris pour un fou, je leur ai dit dorénavant, quand une entreprise vous appelle, j'aimerais que vous posiez la question de est-ce que vous ne pouvez pas juste upgrader vos machines, ne pas tout changer, et qu'on trouve une solution ensemble. Ils m'ont dit, mais Laurent, on va perdre de l'argent. Je dis non, on va gagner un client. Parce que si effectivement il a tout envie de tout changer, on changera tout, mais si on trouve des solutions pour l'amener à avancer dans le bon sens, même si ça nous rapporte moins à ce moment-là, on a gagné quelqu'un parce que ça a du sens de faire ça et qu'on est vrai et qu'on avance pour le futur. Et ça, c'est des choses qu'il faut encourager. Il y a une autre chose qui crée du vert de façon indirecte, les 4 jours. Des études montrent que même quand on travaille sur des jours variables, on est à peu près à 20% d'économie de CO2 dans l'entreprise. Donc il y a des choses qui créent du vert de façon indirecte. Après, on y réfléchit. Il y a des gens qui réfléchissent dans la boîte. Il y en a qui ont envie, et c'est toujours pareil, il y en a qui vont s'impliquer dessus. En ce moment, on a un projet sur la réutilisation des portables, des PC portables. Il y a une équipe qui s'est fermée dessus et qui est pleine, et qui le prend pour le sens de ce que ça a, plus que pour le projet financier qui est derrière. Il y a une fondation qui s'est créée dans l'entreprise. Ça n'a pas été une volonté de l'entreprise, c'était une volonté des salariés, justement, d'aller rechercher plus de sens, et qui est justement sur le vert et sur l'éducation. Mais tout ça, c'est des choses qui émergent toutes seules et qu'on laisse se développer. Christophe ? Moi, j'ai une PME, j'ai rien à afficher. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on a envie de le faire. Et du coup, effectivement, on n'a pas de projet vert ou de... Ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, ils font ce qu'ils ont envie. Donc, sur les projets green, aujourd'hui, en fait, effectivement... Tu nous rappelles, pardon, l'activité de ton entreprise ? Oui, je suis franchisé LDLC.
Donc en fait, nous aussi, on vend des produits qui viennent d'Asie et avec des métaux pas bons dedans. Donc ça, c'est fait. Mais honnêtement, aujourd'hui, non, on n'a pas d'engagement green. C'est pas, nous, on est vraiment sur l'engagement humain. Alors, je sais, c'est bullshit de dire ça encore une fois, mais qu'importe, c'est vraiment ça. On n'a pas de conquête de ça. Les personnes vivent leur affinité sur la partie éco et ils la vivent au quotidien. Ils l'apportent dans l'entreprise. Encore une fois, c'est eux qui dirigent leur boîte, donc ils l'apportent comme ils le sentent, avec le sens qu'ils veulent y mettre. Mais il n'y a pas de baseline là-dessus, il n'y a pas de timeline là-dessus. Donc, nous, on est très impliqués sur cette partie-là, puisque notre rôle, c'est de former les adhérents. Donc, au niveau national, on a des budgets même du ministère pour le faire, c'est-à-dire pour former toutes les filières immobilières sur le verre, pour faire simple. C'est vraiment un engagement. Et d'une manière générale, et au-delà du verre, c'est de faire monter en compétence toutes les filières, une notion de déontologie, d'être reconnu, et ça a du sens quand même d'être reconnu comme des tiers de confiance. C'est vraiment un cheval de bataille important pour nous. Pour être tiers de confiance, il faut être formé, il faut avoir une certaine déontologie. Il faut être vert, entre guillemets. Et localement, on travaille avec tous les organismes, que ce soit les institutions locales ou des institutions, on va dire, spécialisées, avec lesquelles on monte des formations que l'on délivre sur la région, si je prends par exemple cette région. Donc c'est quelque chose sur lequel on est effectivement très, très impliqué. Le problème du il faut, nous, on n'a pas envie, il faut en fait. On l'est ou on l'est pas, mais c'est pas il faut en fait. Il n'y a pas d'obligation. On l'est parce que c'est bien ou parce qu'on le vit bien et on ne s'oblige pas à l'être en fait. C'est ça qui est important. Alors c'est peut-être la flexibilité de ces petites boîtes qu'on a, c'est qu'on ne s'oblige pas à l'être parce que sinon on aura un regard des autres là-dessus. Et s'ils le vivent bien, eh ben, vivons-le comme ça. Notre devoir, c'est en tant que fédération, c'est de faire en sorte, c'est d'accompagner et de proposer des services pour que on ne dit pas il faut, c'est pas, mais notre devoir c'est de les accompagner et donc aujourd'hui travailler sans prendre une dimension RSE, c'est juste devenu impossible. Donc si on ne le fait pas, c'est qu'on faillit à nos devoirs. Donc pour nous c'est, je reprends, il faut, c'est nécessaire, c'est vital. Si on ne le fait pas, on les accompagne pas. Oui, donc en fait, ce que je retiens, c'est qu'il y a des entreprises qui s'obligent finalement à se mettre en place des leviers environnementaux et sociétaux, et alors qu'il y en a d'autres qui le font spontanément, comme Christophe et Laurent, et ça marche très bien. Alors, c'est vrai que je t'ai jamais posé la question, Christophe, ton taux de turnover, il est à combien ? Est-ce que tu le connais ? Peut-être que tu ne connais même pas. On vend des PC, on vend du coworking, on vend de la restauration rapide, et je passe pas mon temps à compter les gens qui se barrent et qui reviennent. Non, il est assez faible parce que finalement, encore une fois, je parlais de la petite Charline qui fête ses 10 ans, elle a commencé en alternance chez nous et on a une boîte qui a 18 ans aujourd'hui. Christopher, ça fait 16 ans qu'il est avec moi. Alors effectivement, il reste et on grandit, on fait grandir la boîte ensemble. Je fais pas attention au turnover, c'est pas des data. Nous, ce qu'on fait attention, c'est à nos clients et puis moi aux équipes et eux à moi. Donc, mais on regarde pas, mais effectivement, c'est assez faible. D'accord. Donc il y a un taux d'engagement qui est très important finalement. Et alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille ? Laurent en parlait tout à l'heure, c'est l'enjeu visiblement aujourd'hui, d'avoir un petit peu plus de mobilité dans les équipes. Comment on gère cet équilibre en fait ? On se met un peu la pression aussi, parce qu'on se met la pression tous ensemble en disant tiens, si on veut que le petit Aurélien il grandisse avec nous, il faut qu'on arrive à lui faire la place. Donc effectivement, et je leur dis, une entreprise, ça a vocation à gagner de l'argent pour le partager tous ensemble, pour grandir tous ensemble et faire grandir la boîte. C'est ma définition de l'entreprise, pardon. Et du coup, la nôtre, parce qu'il l'a partagé avec moi. Et aujourd'hui, si on a besoin, et parce qu'on aime Aurélien, mauvais exemple, on l'aime pas vraiment, mais il est là. Si on aime Aurélien et qu'on a envie qu'il grandisse avec nous, il faut qu'on lui fasse de la place, il faut qu'on fasse grandir l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on se met un challenge tous ensemble de dire tiens, allons développer de nouveaux points de vente, allons développer de nouvelles activités pour qu'Aurélien puisse dégager Tristan de sa boutique et que Tristan aille faire autre chose et qu'Aurélien prenne la place de Tristan. Et ça marche dans notre modèle. C'est comme ça qu'on l'entend, et en disant je me rappelle, je vous donne plein de prénoms, on ne sait pas qui c'est pas grave, vu que c'est des acteurs, on s'en fout. Je revois Emmanuel à qui, quand on va chercher un matin, on lui dit tiens, ça y est, aujourd'hui tu as mérité les clés de la boutique, et Tristan lui donne les clés de la boutique parce qu'il lui passait le flambeau et Tristan allait sur une autre activité. Donc effectivement, on grandit, et avec les personnes qui
méritent, qui ont envie, qui croient en l'entreprise, qui croient avec l'entreprise, et ben on fait en sorte d'avancer. Alors effectivement, c'est pas simple tous les jours. Effectivement, on vend de l'informatique. Ce que Laurent a oublié de dire, c'est qu'on ne gagne pas d'argent en vendant de l'informatique. Mais pour le coup, il faut essayer d'aller chercher du service autour de tout ça pour pouvoir faire grandir. Et c'est notre motivation. On met toujours le client au centre de tout. Et effectivement, nous, il n'y a personne qui est commissionné sur les ventes non plus. L'idée, c'est de dire, et je leur dis souvent, vendez le mieux possible. Le mieux possible, ça ne veut pas dire qu'il faut arracher le t-shirt du client, ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'il ne se dise pas en rentrant à la maison, mince, j'ai pas pris ça, et du coup, je vais aller acheter à côté. Vendez-lui le mieux possible pour qu'il soit satisfait jusqu'au bout, et grâce à ça, on aura pris la meilleure rentabilité sur cette affaire, et on pourra comme ça grandir, et comme ça, le client reviendra chez nous, il sera satisfait. Et comme ça, on pourra faire monter Aurélien dans un nouveau poste. C'est pas une promesse. T'es prêt à signer. Alors, vous avez deux configurations complètement différentes avec Laurent. Laurent a un taux de turnover assez bas finalement, donc il est en dessous de la moyenne du marché du travail et qui finalement pose des problématiques en termes de... tu peux peut-être l'expliquer davantage ? Ce que je disais, c'est qu'en gros, ça pose deux problématiques aujourd'hui à l'entreprise. C'est que, en fait, on n'a pas de turnover parce qu'en fait, on ne trouve pas l'offre ailleurs. Parce que globalement, on a fait un sondage en interne. Aujourd'hui, j'ai 40% de mes salariés qui répondent « il est hors de question que je parte dans une boîte qui travaille aux 5 jours » et 50% qui disent « ce serait très, très, très compliqué de changer, de reprendre le rythme de travail des 5 jours ». Donc j'ai 90% des gens qui ne veulent plus partir. Les autres sont un peu plus flexibles, mais voilà. Et donc clairement, on est dans cette situation. Le turnover, finalement, c'est quand même bien pour une entreprise. Ça amène des nouvelles têtes, ça amène de l'énergie, ça amène plein de choses. Et puis quand on est en plus... pour nous, en phase de décroissance, parce que notre activité, on a profité du Covid et puis on a eu un creux derrière, ça amène aussi une façon d'avoir des gens qui partent sans forcément mettre des gens dehors. Et on n'a pas cette volonté, en plus, c'est l'esprit de l'entreprise de mettre qui que ce soit dehors, donc on supporte en attendant les autres. Et ça crée une ambiance un peu particulière où aujourd'hui, on est un peu trop nombreux. Et des fois, on s'embête un petit peu, pour être transparent. Et donc, on est dans une sorte de phase où, finalement, avoir mis les 4 jours, c'est bien parce que les gens sont plus effectifs, sont plus productifs, sont plus contents, etc. Mais où l'entreprise a un truc qui stagne un petit peu et dont on a besoin de la croissance annoncée en 2024, etc. pour que ça reparte et que tout ça redevienne normal. Mais en fait, la surproductivité et le fait qu'on est socialement quelqu'un qui ne sortira personne crée en ce moment un truc un peu bizarre. D'accord. Donc en fait, lié à ce fait qu'on n'a pas assez de turnover, finalement, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous passiez aux 4 jours, qu'ils trouvent du boulot, quoi. Peut-être qu'autour de la table, on a des personnes qui veulent aider Laurent à trouver qui ont des idées pour aider Laurent. Qui veut aider Laurent aujourd'hui à organiser finalement le turnover chez lui ? Peut-être à travers la formation. Moi, j'embaucherai pas tes gars, Laurent, tu les gardes. Christophe, est-ce que tu as des idées pour garantir l'employabilité des collaborateurs de Laurent ailleurs et pour l'aider tout simplement à... Tiens, voilà la patate. Non, c'est hyper dur. Et puis effectivement, il faut que... Moi, je me rappelle de cette conversation où on échange avec les managers, où on parle des évolutions salariales et on se dit avec les équipes, tiens, est-ce qu'on y va, on valide tous ensemble. Et quand tu demandes aux équipes, est-ce que vous êtes OK pour avoir une augmentation, vous et toutes les équipes, il faut être con pour dire, non, j'ai pas envie parce que c'est aussi mon salaire qui en dépend. Mais en fait, moi, ils ont dit, écoute, si ça met en péril l'entreprise, il faut pas qu'on y aille. Donc ça, c'est aussi important, tu as cet engagement-là. Ça veut dire que là, dans l'entreprise, possiblement, ces gens qui restent, ils peuvent mettre en péril l'entreprise. Donc il y en a qui devraient partir parce qu'ils risquent de faire couler l'entreprise. En fait, il y en a qui devraient dire aux autres, il faut que tu t'en ailles parce que tu vas faire couler la boîte. Moi, je me rappelle de Charline qui se met à pleurer quand on dit ça. Le souci, c'est qu'on perd pas d'argent, ils le savent, et donc ils se sentent pas responsables de quoi que ce soit. Paye plus tes franchisés et tu perdras de l'argent. Une solution. Voilà, il y a une solution. Le franchisé peut reprendre des équipes. Je vois une solution, c'est la croissance, puisque dans ce cas-là, tu libères des postes. Et... Bon, c'est un problème de riche, finalement. C'est bien. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont notes, des idées ? Il a dit, il faut passer à la semaine de 4 jours. Hein. Est-ce que tu as des idées là-dessus, sur comment organiser le turnover chez Laurent ? Bon, ça va être la question. Je vais poster ça sur LinkedIn. Je vais avoir plein d'idées demain. Je pense que ça passe effectivement par des éléments que tu as soulevés. Et souvent, on oublie le levier organisationnel. C'est-à-dire on va penser à plein de choses, mais l'organisation des gens, du travail, le fait de créer justement des espaces, d'étirer certaines choses.
Je trouve que, enfin en tout cas moi je trouve beaucoup de solutions à des problématiques RH dans ce levier. Et puis forcément c'est le développement, que ce soit dans la même activité, d'autres, etc. Ou ça peut être aussi la logique de l'écosystème et de pouvoir avoir des collaborations avec d'autres structures de l'écosystème pour pouvoir avoir des échanges de collaborateurs, de compétences. J'ai un petit peu caricaturé le truc parce qu'effectivement, du coup, on a de la ressource. Et comme on a de la ressource, on a lancé des projets à côté. Et les personnes qui se sentaient un peu immobiles aussi parce que pas possibilité d'évolution, on leur a donné des projets. Alors, ils n'ont pas pris le poste au-dessus, mais en tout cas, ils ont pris des projets en main. Et les projets qu'on a, je vous parlais des portables autres, c'est des projets aussi qui sont portés parce qu'on a ce temps qui s'est libéré et qui permet de le faire. Donc on n'est pas totalement dans un immobilisme avec des gens, mais on est dans ce truc un petit peu où on voit quand même le biais d'une période de calme, on va dire, en sureffectif, parce qu'en fait on part d'un effectif qui est devenu plus efficace. On revient sur un chiffre d'affaires qui correspond plus à cet effectif et où effectivement, du coup, il faut qu'on trouve des solutions et on les cherche. On ne reste pas de façon stagnante parce que ça pourrait créer un climat qui ne serait pas bon dans l'entreprise et ce n'est pas le but, au contraire. Tiens, j'ai une idée pour toi, Laurent. Tu pourrais envoyer tes collaborateurs à EM Lyon pour développer des compétences qui pourraient leur permettre peut-être de changer de métier ou d'aller dans d'autres entreprises après. En fait, il y a plein de choses. Ils ne vont pas à l'EM Lyon, mais il y a plein de choses. Tu me permets une question? Il y a une autre idée peut-être. Ouais, si c'est peut-être les envoyer en loisir. Les envoyer en année de césure, faire des vacances, une année de vacances peut-être. Non, en fait, c'est très plébiscité. Vous avez évoqué tout au début cette notion finalement des loisirs qui prend de la place. Mais un des projets que j'avais pour ceux que ça intéresse, parce qu'on a par exemple dans les mesures qu'on a mis en place dans l'entreprise, il y a une mesure qui s'appelle triple ton don, c'est-à-dire que quand un salarié fait un don à n'importe quelle association, pas politique ou pas religieuse, mais les autres, on va tripler le don. C'est-à-dire qu'on va donner le double de ce qu'il a donné à la même association. Et l'idée que moi j'avais eue par rapport justement à ce qui se passe en ce moment, c'est de dire, si vous donnez une journée, on va vous en offrir 2 de plus à donner. Donc c'est des choses un petit peu plus sociales, c'est pour prendre du sens derrière aussi. Tu me permets, Soumia, encore une question? Ça va, vous tenez le coup? On peut encore rester quelques minutes. Encore un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui me vient à l'esprit et qu'on lit souvent dans la presse ou dans les études, c'est la perte de collectif dans les entreprises. Alors lié au télétravail, je sais que tu es passé de 2 jours à 1 jour de télétravail pour faire en sorte que les collaborateurs reviennent au bureau. Est-ce que le sens se crée aussi, alors Christophe, tu l'as un peu illustré, par le fait qu'on appartient à une tribu, qu'on appartient à un groupe, qu'on appartient à une équipe avec des relations quotidiennes, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire autour de ça? Et comment vous voyez, quand vous observez dans vos différents environnements, cette place du collectif dans la création de sens et de l'engagement? Je vais m'exprimer là-dessus. Effectivement, pour nous, ça a été une vraie difficulté. On a vu, et dans le monde du conseil, le collectif est très important. On fonctionne un peu en tribu. On a une marque particulièrement adressée à des jeunes profils qui fonctionnent entre eux. Donc le Covid a été une vraie difficulté pour aller attirer ces profils, pour les maintenir, pour garder leur attachement à l'entreprise. Et j'avais une DRH qui me disait, moi ce qui m'embête avec le télétravail, c'est qu'aujourd'hui, ça leur permet de passer plus d'entretiens. Ça leur permet de gagner du temps là-dessus. Mais effectivement, le collectif est très important. Et nous, on a essayé de trouver un juste équilibre en laissant la liberté, mais en faisant comprendre quel était l'intérêt de la présence ensemble, de pouvoir se nourrir des contacts de chacun, de pouvoir échanger. Nous, on le voit même dans notre métier. Aujourd'hui, le distanciel, c'est bien, mais on y perd quelque chose. On perd une âme, quelque part. On ne peut pas avoir tous les éléments non tangibles de ce qu'on vit, de ce que vivent notre client. Donc, je pense que le télétravail, c'est bien. Ça offre une vraie flexibilité. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de candidats qui me disent « Moi, je veux revenir sur quelque chose d'équilibré, distanciel et présentiel. » Nous, on a essayé le télétravail en magasin, ça ne marche pas. Ouais, c'est pareil, ils aiment bien avoir quand même quelqu'un qui ouvre la porte, etc. Donc, nous, ça ne se pose pas forcément. On est lié à nos clients, on est lié à cette communauté. Je crois qu'on aime ça aussi un petit peu, mais effectivement, nous, il n'y a pas de question de télétravail, il n'y a pas de question de home office ou quoi. Bon. Mais on a vu sur la vidéo que le collectif avait quand même un vrai sens dans la façon dont vous êtes ensemble. Et oui, moi, pour revenir sur le passage à 1 jour, parce que les salariés avaient l'habitude que j'offre toujours des choses en plus. Et donc, quand il y a 1 an, je leur ai annoncé qu'il y aurait 1 jour de moins de télétravail, ça les a un petit peu surpris. C'était pas dans les habitudes. C'était justement à cause de l'âme.
Parce que très clairement, on sentait qu'avec un jour off plus 2 jours de télétravail, les bureaux étaient beaucoup plus vides. Et ça crée autre chose qu'on ne voit pas directement, mais quand on observe, on le voit, c'est que finalement, quand les bureaux sont vides, les gens arrivent plus tard et repartent plus tôt, parce qu'il n'y a personne autour, et que même les jours de présence, finalement, il y avait beaucoup moins de monde. Et du coup, qu'il y avait quelque chose qui était complètement en train de se déliter dans l'entreprise et qu'il fallait revenir en arrière. C'était une mesure qui était plus dure à annoncer, forcément, puisqu'ils n'avaient pas du tout l'habitude de me voir annoncer quelque chose qui était à contresens d'une mesure en plus, mais que j'ai su expliquer. Et aujourd'hui, 2 ou 3 qui rêvent d'un 100% télétravail prêt, plus personne ne reviendra en arrière sur ce qui a été fait. Il me semble que tu as une anecdote, Laurent, à nous raconter sur le télétravail. Alors... Laquelle Non, c'était un événement qu'il avait organisé. Oui, justement, suite à cette journée, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tous les ans, je vois l'intégralité de mes salariés par groupe de 20, donc il y a 1000 salariés, ça fait à peu près 50 réunions sur une semaine, c'est un petit marathon, je les vois 1 heure chacun. Et j'ai donc annoncé à ces 50 groupes que je supprimais le jour de télétravail, et je leur ai expliqué qu'entre autres, c'était lié au désengagement dans l'entreprise, à des choses qu'on faisait avant et qui se passaient moins bien. Et typiquement, on avait la galette des rois, où on faisait un after-work le jeudi soir. Et je leur disais, voilà, typiquement, sur cet after-work, il y en a qui ont demandé à ce qu'il se fasse à 14h, parce qu'à 18h, ils ne peuvent pas être là, ce qui ne se faisait pas avant, personne ne demandait ça. Et puis en plus, même dans ces conditions, il y a déjà beaucoup de monde qui ne va pas venir. Le jeudi, on n'avait pas assez de galettes. Et l'anecdote, c'est qu'en fait, donc tout le monde est venu, j'avais un petit peu mis la pression, et l'anecdote, c'est que moi, à 17h30, je me dis, je vais aller à l'after-work, et là, je vois que j'ai un rendez-vous à 18h à l'extérieur. Je me dis, merde, si moi, j'y suis pas... Donc j'ai dû décaler le rendez-vous pour être avec eux. Mais oui, il y avait vraiment ça, ce désengagement qui se crée et qui fait qu'effectivement, des choses qui étaient naturelles avant, ces after-work, on les avait tous les jeudis, déjà on les a plus qu'une fois par mois, parce que le jeudi est un jour, il y a du télétravail, mais on s'est arrangé pour que quand on les fait, il y ait du monde maintenant. Mais voilà, il y a ce désengagement, c'est insinueux, c'est ce qui fait que je suis convaincu. D'ailleurs, on a cette chance, alors pour le coup, de ne pas avoir de turnover, parce qu'il y a une autre règle qu'on a mis en place, c'est que les 6 premiers mois dans la boîte, c'est sans télétravail, pour obliger les gens à croiser les autres. Parce que c'est ça le vrai problème, c'est que plus personne ne se connaît à la fin. Et donc dans des boîtes où il y a beaucoup de turnover et beaucoup de télétravail, ils seront très très mal très vite. Oui, je voulais peut-être compléter juste sur le collectif. Il me semble que le collectif de l'entreprise ne s'appuie plus sur les mêmes éléments, notamment l'identité professionnelle, qui pouvait être partagée par ce collectif, et qu'aujourd'hui, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt une communauté à un instant T qu'on va vivre au présent, parce que finalement, ce qu'on propose de faire ensemble, ça m'intéresse, ça donne du sens, en tout cas j'y trouve du sens pour ma propre vie, travail, hors travail, et j'y reste finalement tant que c'est significatif pour moi. Et à partir du moment, finalement, et ça je le vois vraiment tous les jours dans les entreprises, où il n'y a plus cette convergence sur les intérêts, les gens partent. Et donc ça explique aussi qu'ils partent plus facilement. Et je crois que c'est extrêmement important, la phrase qu'a repris Soumia tout à l'heure est clé, c'est que l'entreprise, elle doit réunir, mais elle ne doit plus unifier. Et c'était ce qu'on avait tendance à faire, enfin c'était la réalité des entreprises avant. Et on doit vraiment aujourd'hui appréhender cette logique de communauté. On a beaucoup parlé de resynchroniser le collectif après le Covid et le confinement. Et en fait, ça va se faire sur d'autres éléments, et notamment l'action commune qu'on va guider. Donc l'objectif qu'on a envie de conduire ensemble, ça me parlait beaucoup par rapport à ce que disait Christophe. Et donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, parce que si on reste dans les choses traditionnelles, on va aussi louper un facteur d'attractivité par rapport à plusieurs générations et pas seulement les jeunes. On clôture ? On clôture ? Oui, très bien. Merci à toutes et à tous. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table. Un mot, une suggestion, une phrase pour chacun, que les participants puissent garder, en tout cas, de cette soirée, de cette table ronde, pour capter et retenir. Qui veut commencer ? Concours de punchline. Christophe, tu peux peut-être commencer ? Tu m'as dit qu'il fallait que je dise ça tout à l'heure. Oui, c'est ça. J'ai failli te la piquer, la phrase. Faut que je le fasse sans les mains comme ça. Moi, je fais ce que j'aime avec
ceux que j'aime. Oh. Oh. Je vais lui laisser l'occasion de repasser derrière moi. Le sujet de la semaine de 4 jours, alors il faut savoir que je suis quelqu'un de plutôt introverti normalement, mais j'ai pris l'habitude à force de sortir de ne pas avoir peur de parler en public. Ce sujet, j'aurais jamais pensé devoir en parler un jour, parce que même quand je l'ai mis en place, avec un coût à 5%, je m'étais dit si demain je vais voir le MEDEF en leur expliquant que ça coûte 5% de mettre la semaine de 4 jours en place, c'est même pas la peine que j'en parle. J'ai été pris par le sujet parce que j'ai vu face à moi, un an plus tard, des équipes qui étaient remplies de bonheur, sans stress. J'utilise le mot bonheur, c'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas c'est ce que ça respirait. Et qui se sentaient super bien et qui m'ont juste dit qu'est-ce que sera le prochain truc. Et à qui j'ai répondu, il n'y aura rien d'autre, parce que ce que vous vivez, ce que ça a permis de vivre à l'entreprise, c'est un gagnant-gagnant qu'il faut qu'on explique aux autres. Et dorénavant, je vais être obligé de sortir pour l'expliquer, d'expliquer que c'est pas un truc incompatible, que c'est pas, que ça peut s'appliquer ailleurs, et que plus il y en aura qui l'appliquent, et c'est pas, à l'époque je savais même pas que le turnover serait un problème, et que plus il y en a qui l'appliquent, plus il y aura de gens qui se sentent bien, et que ça changera le visage de la France. Je dis pas, et attention, qu'on ne me reprenne pas dessus, je dis pas qu'il faut l'imposer où que ce soit. Je dis que ça doit se propager, mais que les gens doivent comprendre pourquoi ça doit se propager et que donc forcément il faut des porte-paroles. Et c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin et que j'y vais. Et puis après, chacun fait en fonction de ce qu'il sent, de ce qu'il croit, de ce qu'il ne croit pas. Et c'est pas un problème. Voilà. Mais moi, je suis convaincu que c'est un sujet qui pourrait... si on avait 40% des gens en 4 jours parce que leur travail le permet, je vous garantis que la France ne ressemblerait pas à ce qu'elle est aujourd'hui. Merci Laurent. Je peux prendre la parole Suivant. si vous voulez. Vous y passerez tous. Personne qui veut parler. Allez, Céline. Moi, c'est vrai que donc, de ma fenêtre de recruteuse, pour le coup, je pense que vraiment le rapport au travail a foncé. On est vraiment dans une mutation du rapport du travail. Moi, j'essaie dans mon métier vraiment de pouvoir soulever les leviers de chacun, côté candidat, côté client. Je pense que je leur dis souvent que je ne suis pas là pour forcer un mariage. Je suis là pour essayer de comprendre pourquoi il est à l'écoute, qu'est-ce qui l'amène à l'écoute, qu'est-ce que pourrait être son projet de demain. Alors, il y a l'idéal et puis il y a la réalité. Et puis, comprendre mon client. Pourquoi? C'est quoi ses enjeux? Pourquoi il recrute aujourd'hui? Il veut aller vers quoi? Avoir une vision court terme, mais un peu plus long terme que ça aussi. Pour apporter justement un peu plus de visibilité dans le recrutement, pour pas juste être là pour matcher des compétences. Oui, il y a la compétence, mais il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Et c'est ce qui, je pense, fait qu'il y a des bons recrutements. J'aime souvent aller chercher des profils plus atypiques que le cahier des charges qui m'a été donné, parce que je trouve que c'est là où, pour le coup, il y a un engagement parfois plus fort des collaborateurs. Et on sent que les entreprises ont fait un véritable choix et ne sont pas juste basées sur des compétences métiers. Très bien. Merci. Merci Céline. J'en profite, je rebondis, tu parlais de mariage. Cette notion d'engagement, on en a parlé ce soir pour ses aspects pratiques, on va dire, le turnover, l'efficacité, des choses comme ça. Moi, je pense qu'à titre personnel, c'est une chance de pouvoir s'engager. Et dans un monde absolument idéal, et je pense que c'est une recherche personnelle, mais c'est la recherche de dirigeants d'entreprise aussi, il n'y a pas de différence entre travail et engagement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de différence entre travail et vie personnelle, on n'est pas en train de dire que... Mais je pense que dans tout ce qu'on essaye de faire... que ce soit consultant, coach, entrepreneur, quand on a cette discussion, c'est de se dire en fait, le turnover, les nouvelles compétences, les évolutions, oui c'est une question, mais en fait, est-ce que je peux trouver une place dans laquelle ma raison d'être va résonner, il va y avoir une raison d'en être, quoi. J'aime beaucoup cette idée, il y a une âme et ça résonne, quoi, voilà. Et ça c'est une chance, mais c'est un travail, c'est-à-dire que c'est pas non plus quelque chose qui est donné, mais j'ai envie de dire que ça pour le coup c'est un travail qui en vaut le coup, quoi. Voilà. Et donc moi, je vous conseillerais de chercher ça le plus possible, et c'est un chouette chemin. Voilà. Merci. Allez. Former, accompagner, proposer. Hein, je trouve qu'il y a toutes proportions gardées. C'est un petit peu ce que fait l'EM Lyon, finalement. Et puis, sur les métiers de l'immobilier, c'est travailler pour que le bien logé et bien transporté fonctionne, c'est-à-dire la politique du logement et la politique d'aménagement du territoire, parce que c'est important pour les entreprises. Et justement, puisqu'il s'agit des entreprises, c'est surtout leur laisser la liberté d'entreprendre. Merci.
Merci Pascal. Alors, peut-être une réflexion, c'est pas facile. Moi, ce que je voudrais peut-être partager, c'est qu'on va souvent chercher très très loin des innovations, des sources d'inspiration, alors que je me rends compte tous les jours que finalement, lorsqu'on se plonge sur le métier de l'entreprise, ce qu'elle fait, on peut tirer pour l'ensemble des collaborateurs énormément de choses qui va venir irriguer en fait tout ce qu'on peut faire. Et je pense notamment en termes de management des ressources humaines. Et donc j'appellerais en fait, peut-être j'aimerais attirer l'attention sur à la fois la bonne exécution des basiques et le fait finalement d'être aussi curieux, ouvert par rapport à l'environnement extérieur. Essayer de comprendre les phénomènes qui nous entourent et qui se développent pour pouvoir réinterpréter une gestion de temps de travail, une organisation de travail, des pratiques de recrutement, des pratiques de management, à la lumière finalement du nouvel environnement et des nouveaux comportements auxquels les organisations sont confrontées. Voilà, merci. Merci Marie-Claire. Thierry, un petit mot pour la fin ? Non, je cherche une punchline, mais je ne la trouve pas. Mais moi, j'ai plutôt envie de partager un message d'espoir, d'optimisme en fait. On est un peu à un carrefour là finalement entre la fin d'un modèle plutôt unique et des opportunités de création de nouveaux modèles, de relations à l'emploi, de fonctionnement dans l'entreprise, de nouvelles façons d'être ensemble, etc. Et je trouve que c'est sacrément porteur, en tout cas d'espoir, de possibilités de construire. Et aujourd'hui, on est quand même assailli de grandes démissions, de sujets effectivement qui sont plutôt tristes et gris, hein, quelque part. Donc comment on peut, et là on a vu des entrepreneurs qui osent, qui ont le courage, qui font, qui brisent un peu la glace. Donc je me dis, il y a vraiment de la place pour tous ceux qui veulent le faire. Et puis si j'ai ma punchline, si on passait de la grande démission à la grande rotation, c'est pas mal celle-là. Hein. Rotation égale le mouvement, égale se remettre en cause, égale bouger, qui est aussi finalement la mobilité qu'on observe sur le marché du travail. Hein. Donc est-ce qu'on va lutter contre ça ou est-ce que finalement on va organiser cette rotation voilà, des collaborateurs, des esprits, de l'imagination, des entreprises, etc., qui auront changé et qui vont se transformer en permanence. Donc j'ai largement dépassé la phrase, donc je m'arrête. Oui, c'est très bien, c'est parfait. Merci beaucoup Thierry. Merci Thierry. Moi, j'aimerais vous partager juste une petite réflexion qui est finalement ce que j'aimerais vous laisser, c'est de considérer finalement l'onboarding et l'offboarding. Donc c'est vrai que ce sont deux notions qu'on ne prend pas forcément en considération. On fait un super onboarding, mais l'offboarding, on n'y pense pas. Et pourtant, c'est ce qui renforce finalement la marque employeur. Et on en a besoin aujourd'hui. Je pense que vous en avez tous besoin aujourd'hui. Voilà. Donc on va vous onboarder à un cocktail pour terminer cette soirée, en remerciant vraiment nos témoins d'avoir partagé. Et merci à vous tous d'avoir été patients jusqu'au bout. Bonne soirée.